Je vais faire une présentation liminaire de la session. Il s'agit d'une session plénière sur l'alcool qu'on a intitulée de manière assez bateau Actualité thérapeutique. Alors, j'ai le plaisir de présider cette session avec Jean-Marc Gorgogozo, que je ne vais pas présenter, qui est un régional de l'étape, qui d'ailleurs a déjà pris la parole hier et je le remercie de me faire l'honneur. Voilà. Faire l'honneur de co-présider cette session sur l'alcool. Et nous avons le plaisir également d'être modérés par Patrick Delasselle, Montpellier, et qui est président du RESAP. Alors, le programme que je vais décliner rapidement, dans l'ordre, nous allons écouter Patrick Martin qui va nous parler de microbiote alcoolisme, puis le baclofen ou les aventures épiques d'un médicament d'époque, c'est Maurice de Mathéis de Grenoble, puis par la suite, Mimi Pierce, from Dutch, voilà, Amsterdam, qui est une collègue qui vient nous parler d'une méta-analyse sur la dépendance à l'alcool, qui travaille dans l'équipe de notre collègue et ami Wim van der Brink, qui d'ailleurs connaît très bien la France, puisqu'il a eu l'occasion d'abord d'intervenir ici plusieurs fois à Biarritz et dans d'autres réunions françaises. Et puis nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir, je le remercie, de venir discuter avec nous, Monsieur Dominique Martin, donc, qui est président de la NSM, qui prendra la parole à la fin. Je vous propose une organisation simple, puisque le menu est assez copieux, c'est que l'ensemble des intervenants s'expriment et que nous, peut-être pas rapidement, mais dans les temps, et que nous donnions du temps ensuite pour l'échange avec la salle, et qui sera évidemment un échange modéré et présidé par mes deux compères. Voilà, donc puisque les choses ont été dites, je vais commencer par donner la parole à Patrick Martin qui va s'exprimer sur microbiote et alcoolisme. Monsieur le Président, merci. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les organisateurs, au moins pour deux choses. Un, pour m'avoir permis de retrouver des amis ici, à Biarritz. Et puis deuxièmement, d'intervenir dans ce colloque de haute tenue sur un sujet qui m'est proposé aujourd'hui, qui est le microbiote. Alors, l'infiniment petit, pour l'homme, c'est pas nouveau, parce que probablement que des espèces virales ou bactériennes ont participé à l'évolution du genre humain. Actuellement, il y a une explosion d'intérêt et de recherche en ce qui concerne le microbiote au sens large. Le microbiote, qu'est-ce que c'est ? Ça vient du grec micros, petit, et bios, la vie. Et ça, c'est une communauté de micro-organismes très variés, de bactéries, de virus, de champignons non pathogènes, mais qui peuvent le devenir. Et puis, celui qui est le plus connu, c'est le microbiote intestinal. Et il n'y a pas un microbiote, mais des microbiotes aussi. Il faut prendre ça en compte. Et comme vous pouvez voir sur cette diapositive, la quantité de bactéries contenues dans les différentes cavités de l'organisme humain est très variable en quantité et en qualité. Alors, à l'heure actuelle, on considère que le microbiote est un organe à part entière. C'est un organe oublié, parce qu'il y a de nombreuses publications qui ont été faites par l'INRA depuis très longtemps, en fait. Et c'est peut-être plus récemment qu'on s'intéresse vraiment à l'intérêt thérapeutique, peut-être, de ce microbiote qui pèse environ 2 kilos. Selon les individus, les contrées, c'est un poids variable. Et il n'y aurait qu'environ un pourcentage de 30% de bactéries qui sont connues. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a environ 10 fois plus de cellules prokaryotes que de cellules eucaryotes. Ça veut dire qu'on est un petit peu... on va vers l'humain robotisé, mais on est déjà un humain hybride. Alors, comme c'est la mode, c'est bien aussi. Et puis, ce qui est également intéressant, c'est que l'intestin aurait environ 200 millions de neurones entériques,
qui permet donc aussi des échanges avec le cerveau, on va le voir, et avec d'autres organes, ce qui laisse aussi supposer à la fois une gestion de fonctions vitales ou pathologiques et de traitements futurs. Alors, ce qui est aussi également intéressant, c'est on peut classer les individus selon leur entérotype, et chaque individu héberge environ entre 50 ou 80 espèces jusqu'à 200, voire plus, puisque maintenant on en découvre d'autres. Et ce microbiote est propre à chaque individu. Ça veut dire que ça pourrait très bien faire l'objet d'une sorte de carte d'identité, de code barre, parce qu'il n'y a pas un individu qui a exactement le même microbiote. Alors rapidement, les fonctions du microbiote sont multiples. Les principales sont des fonctions métaboliques qui sont intéressantes dans le sens où ils vont participer à la métabolisation des xénobiotiques, plus particulièrement des médicaments. Il y a un effet de barrière au niveau de l'épithélium intestinal, des fonctions de structure et de trophicité. Et puis, il y a un rôle qui paraît de plus en plus important dans la régulation du stockage des graisses, et de plusieurs publications ont mis en évidence un lien entre obésité et microbiote, et donc la possibilité également d'avoir de nouveaux traitements. Une fonction qui paraît être majeure également sont les fonctions immunologiques, dont la réponse à l'infraction de l'épithélium intestinal va se traduire par une inflammation et donc par une intrusion d'un certain nombre de macromolécules, pathogènes ou non, qui vont éventuellement médier, en fonction de l'organe, des symptomatologies pathologiques ou non. Et puis le dernier point est les relations qu'il peut y avoir entre l'intestin et le système nerveux central, donc qui paraît une approche très intéressante, dans le sens où dès la naissance, dans les quelques mois qui précèdent la naissance, les enfants naissent frigermes. On sait déjà qu'en fonction de la voie basse ou par césarienne, la flore qui va se constituer va être différente et va peut-être être source, dans le futur, de pathologies. Cet intestin comprend 80% de voies de signalisation afférentes, c'est-à-dire une voie de signalisation qui va aller dans le sens intestin-système nerveux central. Il y a plusieurs voies donc, de communication entre l'intestin et le cerveau, en prenant également en compte l'implication du nerf vague. Et puis, il n'y a pas non plus négligé le lien étroit qui existe entre le microbiote et l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Alors, comment va-t-on intervenir sur ce microbiote, dans le sens où il existe une homéostasie qui peut être en fait en perpétuel mouvement, dans une dynamique qui va aller de la dégradation, puis dans une démarche de déséquilibre appelée dysbiose, et puis de la restauration possible ou non en fonction de l'intervention extérieure ou pas. Donc cette dysbiose, à l'heure actuelle, est relativement bien évaluée en mettant en évidence principalement une hyperperméabilité de la paroi intestinale suivie par une inflammation véhiculée par un certain nombre de molécules au travers de la circulation sanguine. Alors le stress est connu depuis plusieurs années, chez l'animal comme chez l'homme, que le stress intervient sur cette perméabilité de la paroi et va donc générer la libération d'un certain nombre de macromolécules, de cytotoxines par exemple, qui peuvent induire, on sait, ou participer à la survenue de syndromes dépressifs par exemple. En ce qui concerne donc le sujet d'aujourd'hui, microbiote intestinal et alcool, là aussi il y a de nombreuses données animales qui mettent ou qui laissent supposer, il faut rester humble encore, que putativement il y a un lien relativement étroit entre microbiote et alcool qui n'est pas du fait de la toxicité directe de l'alcool.
Alors, je vais vous présenter au moins 3 études donc, qui ont été faites dans cette dynamique de montrer l'importance de la perméabilité intestinale liée à la dépendance à l'alcool. Et donc, chez les patients alcoolodépendants, on a pu montrer que cette perméabilité intestinale était augmentée, que cette augmentation allait libérer un certain nombre de molécules comme les liposaccharines et des macromolécules comme les cytokines, qui vont donc générer des processus inflammatoires. Cette étude a été menée chez 66 sujets alcoolodépendants versus 15 sujets contrôle pendant une période d'1 mois et demi. L'apport d'alcool pendant cette période a été suivi avec le test de TLF-FB, qui est un test donc d'apport d'alcool linéaire. C'est un autoquestionnaire. Et l'évaluation de l'inflammation a été faite par la mesure des cytokines circulantes et de l'ARM messager des éléphants figurés du sang. Alors, comme vous pouvez voir brièvement sur les résultats, l'expression et l'activation est accrue des récepteurs aux lipopolysaccharides. Il y a également un niveau plasmatique augmenté des mucopeptides de la membrane bactérienne. Il y a également une expression et une activation augmentée des récepteurs à ces peptidoglycanes. Ce qui signifie donc qu'il y a une agression de la part des microbiotes initiée par l'injection d'alcool en continu. Donc, différentes équipes, notamment Philippe de Timary, ont proposé des modèles mettant en avant différentes voies de reconnaissance de motifs moléculaires dans l'immunité, que sont les récepteurs TOL. TOL en allemand, ça veut dire formidable, cellules formidables, et NOD, donc c'est des nucléopeptides qui participent, sur lesquels se fixent les antigènes qui ont été provoqués à la suite de l'infraction faite par le microtiope en commun avec l'alcool. La deuxième étude était de l'équipe toujours de Timary, initiée par Sophie Leclerc, était de réfléchir à différents facteurs de survenue de ces paramètres de perméabilité intestinale, avec également l'idée de savoir si c'était réciproque cerveau-intestin ou si c'était uniquement intestinal. Donc là, une cohorte de 60 patients alcoolodépendants versus 15 témoins a été utilisée. Le suivi a eu lieu pendant une vingtaine de jours, 19 jours, jusqu'à la fin du sevrage. Les méthodes utilisées ont été pyroséquençage du microbiotope. Donc c'est une méthode beaucoup plus moins coûteuse et qui est utilisée maintenant beaucoup plus fréquemment. Et puis le marquage en ce qui concerne certaines molécules de l'EDTA marqué au chrome 51. Alors les résultats, brièvement, principaux, étaient que ce sujet alcoolodépendant, mais pas tous, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a pu faire au moins 2 clusters de sujets qui étaient, entre guillemets, répondeurs à une hyperperméabilité et qui montraient que cette hyperperméabilité ne résultait pas d'une toxicité directe de l'éthanol sur l'épithélium. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça laisse penser à une résistance à l'alcool. On sait que tous les individus, d'ailleurs, ne sont pas identiques dans leur réaction à l'alcool. Deuxièmement, que ces sujets alcoolodépendants, avec l'hyperréactivité, avaient une importante altération bactérienne donc, du microbiote intestinal, et que ces bactéries ou leurs métabolites, donc les molécules produites, étaient impliquées dans la régulation de la fonction de la barrière intestinale. Cette dysbiose présenterait pour les auteurs un mécanisme indirect par l'alcool, induit par l'hyperméabilité. Donc il y a un lien étroit entre alcool et hyperméabilité, mais le mécanisme d'action prescrit de l'impact du microbiote n'est pas encore tout à fait élucidé, ou du moins on ne présente pas de données très robustes.
Les sujets, troisième point, sujets alcoolodépendants avec dysfonction intestinale, présentaient des symptômes dépressifs, anxieux et un craving pour l'alcool en fin de sevrage. Donc ces données peuvent laisser penser que ça pourrait être un indicateur de rechute, sans prédire à quel moment. Donc l'inégalité de risque devant la toxicité alcool en présence d'une atteinte hépatique a été montrée chez l'animal, moins chez l'homme de la même manière. Et donc l'idée, c'était que le constat d'une DIBO chez les patients avec hépatite alcoolique aiguë, comparé à un groupe de patients alcoolodépendants ayant, aucune maladie grave du foie, était replicable ou pas chez l'animal. Pour ce faire, on a pris 2 groupes de souris free-germes auxquels on a injecté le microbiote des patients alcoolodépendants avec une hépatite alcoolique aiguë et le microbiote des patients n'ayant pas cette atteinte hépatique. Il y a eu ensuite une alcoolisation des souris, très rapidement d'ailleurs, et on a pu constater que chez les souris free-germes qui recevaient le microbiote avec l'atteinte hépatique se développait une atteinte inflammatoire du foie et des tissus adipeux avec la présence d'une hyperperméabilité accrue et une modification de la flore bactérienne qui ne se retrouvait pas dans les souris free-germes également, qui n'avaient pas eu le microbiote des patients sans atteinte hépatique. Donc ça signifie, ou ça peut vouloir dire qu'il y a une susceptibilité individuelle de la toxicité de l'alcool qui est fortement dépendant du microbiote intestinal. De nombreuses études également, au travers de méta-analyses, ont pu montrer qu'il y avait une modulation du microbiote intestinal par différents prébiotiques ou probiotiques, donc dans une idée de restauration de la flore atteinte. Et les études se poursuivent à l'heure actuelle en espérant avoir des données robustes. Donc, en conclusion, l'importance du microbiote intestinal dans les fonctions du système nerveux central, avec putativement l'apparition d'un syndrome ou de symptômes psychiatriques, a été montrée, et inversement, l'influence du système nerveux central sur la sphère intestinale, que de la dépendance à l'alcool entraîne une dysbiose corrélée positivement à la sévérité, influençant le craving et associée à un risque de rechute plus élevé, que la dépendance à l'alcool entraîne une hyperméabilité. Là, je crois qu'on a suffisamment d'arguments forts chez l'animal comme chez l'homme, qui permet de montrer que cette hyperméabilité conduit à des épisodes inflammatoires et à l'apparition donc de comorbidités psychiatriques ou autres. Donc en perspective maintenant, s'il existe des traitements médicamenteux dans l'alcoolisme qui ont montré leurs limites, quid d'une association synergique ou potentialisatrice avec de pro et des prébiotiques? À ce moment-là, la question qu'on peut se poser, quel est le statut pour ces pré- et probiotiques, sachant par ailleurs que la transplantation des matières fécales, la TMF, est considérée par l'ANSM comme un médicament depuis 2014. Je vous remercie de votre attention. Merci, cher Patrick Martin. Et pour ceux qui ont des questions urgentes, rassurez-vous, vous pourrez les poser à la discussion générale, parce que nous allons embrayer directement sur l'orateur suivant, qui est mon collègue Maurice de Matisse, neurologue à Grenoble et spécialiste de la dictologie, et donc qui va nous parler du baclofène et les aventures épiques d'un médicament d'époque. Joli jeu de mots, on va voir ce que cela cache. Peut-être un petit point technique avant de prendre la parole. Je regarde Franck avec des grands yeux. Nous avons, vous l'avez remarqué, pour ce congrès innové, vous avez derrière, il y a une page Facebook que vous pouvez évidemment partager, dans laquelle vous pouvez interagir. Et cette session
passe en direct sur YouTube. C'est bien ça, Franck? J'ai été bon? Merci. Bonjour tout le monde à nouveau, et je remercie le comité d'organisation de m'avoir permis justement de faire cette présentation qui est, je dirais, très d'actualité. Alors pourquoi ce titre? Tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, finalement, donc, ce baclophène, la star de cette marguerite, eh bien, suscite beaucoup de choses, beaucoup de passion, très souvent beaucoup trop de passion. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de voir ensemble comment on peut réfléchir par rapport à cette problématique et les enjeux. Alors, pourquoi d'époque? Parce que vous voyez que finalement, c'était un médicament qui, pendant longtemps, était dans l'ombre, vous voyez, qui est très vieux, hein, qui date des années 60, qui avait une AMM comme mieux relaxant. Et finalement, il a été mis donc, sous les projecteurs lorsque Olivier Amezen a publié son ouvrage en 2008, mais en sachant qu'il avait déjà fait une publication, vous voyez, scientifique en 2005 où il décrivait sa propre situation, et donc qu'il avait géré finalement avec des doses élevées de baclophène. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que finalement c'est un médicament qui a été étudié dans la dictologie, là aussi bien avant donc finalement la présentation, le travail d'Olivier Amezen, puisque vous voyez déjà dans les années 80, donc c'est un médicament finalement donc fait l'objet de publications expérimentales, mais aussi cliniques, avec ici donc le premier papier donc dans Lancet de Lorato, mais à faible dose. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu ensuite, bien entendu, la RTU qui, finalement, donc, à la lumière des différentes données donc, qui sont apparues régulièrement, a entraîné finalement donc, différentes recommandations temporaires d'utilisation, avec une version 1, 2, et puis la décision qui a été prise cet été sur sa modification. Alors, tout ça donc, crée beaucoup de bruit de fond, bien entendu, et aujourd'hui, nous sommes en 2017, et la question qui se pose en 2017, finalement, est-ce que c'est l'arrivée de quelque chose ou, au contraire, un nouveau départ? Car, effectivement, donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de faire un bilan des courses et de voir quelle suite on peut écrire à cette histoire. Alors, comme vous pouvez le voir, finalement, donc, ce médicament qui est passé de l'ombre à la lumière, eh bien, vous voyez, donc, lorsqu'on regarde ce graphique, on a ici donc, les prescriptions dans le cadre de l'indication neurologique, hein, donc antispastique, et puis on voit l'augmentation progressive dans le cadre de la dépendance à l'alcool. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette évolution des prescriptions n'est pas propre à la France. Quand on regarde effectivement le travail donc, des collègues pharmacovigilants, on voit qu'il y a plusieurs pays effectivement qui suivent cette tendance. Et je vous les montre ici avec donc, le Royaume-Uni, bien entendu la France, l'Allemagne et la Belgique, où on voit effectivement donc, cette évolution. Alors, au-delà de 2011, on voit qu'il existe un tassement maintenant, effectivement, donc, des prescriptions de baclophène. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, vous voyez, finalement, du soin à la résistance, au militantisme, c'est que effectivement, la résistance est organisée sur le terrain et effectivement avec différentes associations, mais vous allez voir que je vais leur rendre hommage parce qu'elles ont fait un travail considérable où finalement, vous allez voir qu'ils ont compris beaucoup de choses finalement dans la façon de fonctionner, d'accompagner cette maladie, parce que très souvent, quand on regarde des associations, on pense à ça, bien entendu, dans quelle mesure ils font beaucoup de bruit et du coup, lorsqu'il y a trop de bruit, eh bien, ça devient difficilement audible. Et puis, bien entendu, ce baclophène qui a été, à un moment donné, finalement porté comme, je dirais, la potion magique qui permettait de résoudre tous les problèmes, car finalement, du soin à la résistance, on est allé, à un certain moment, dans l'excès. En effet, et c'est tout le problème lorsque, effectivement, ça va beaucoup trop loin par rapport, je dirais, à des choses plus concrètes, scientifiques, avec, bien entendu, les médias qui se sont emparés, qui ont largement contribué à déformer les messages. Vous voyez, on a trouvé le remède contre l'alcoolisme, j'ai guéri en 18 jours, la molécule qui vient à bout de la bouteille serait un antidote, remède miracle contre l'alcoolisme, et tout ça, clairement, je pense, a faussé beaucoup de représentations. Puis, bien entendu, la théorie du complot, hein, donc, et évidemment donc, le médicament qui supprime la dépendance à l'alcool, mais aussi les services d'addictologie et les addictologues. Donc, vous voyez qu'au final, tout ça donc, fausse les messages, et il est difficile effectivement d'avoir une idée claire. Alors, bien entendu, surtout qu'après, le baclophène a été aussi utilisé dans d'autres indications, mais on verra que ce n'était pas forcément une erreur, au contraire. En effet, vous voyez, donc là, c'est le brevet qui avait été déposé par Olivier Amezen, où finalement, donc, il propose d'utiliser le baclophène dans toutes les addictions, mais aussi, vous voyez, dans des pathologies psychiatriques comme la dépression et d'autres problèmes. Et là, ça va peut-être un peu trop loin, puisqu'on voit effectivement que c'est un médicament qui, au contraire, peut aggraver donc, les troubles dépressifs. Donc là aussi, je pense qu'il est important de remettre de la modération à tous les niveaux et qu'ensemble, on puisse réfléchir à cette question différemment.
Car en effet, vous voyez que lorsqu'on regarde cette fois-ci des études précliniques, donc on ne prend plus en compte le patient, mais vraiment le modèle expérimentaux, ce qui est très intéressant, c'est que ici vous avez différents produits d'addiction. Eh bien, vous voyez, donc on retrouve ici les auto-administrations, la recherche de produits, les situations de conditionnement de place, etc. Donc, qui sont tous des paramètres qui sont évalués sur le plan expérimental, donc pour évaluer donc le risque addictif. Eh bien, ça marche, vous voyez, donc pour l'alcool, mais on a aussi des effets, vous voyez, pour les opiacés, pour la nicotine, les amphétamines et la cocaïne. Donc, on voit bien que c'est un médicament qui va agir sur des neurocircuits qui sont finalement non spécifiques à l'alcool. On voit bien qu'on est dans des voies finales communes des différentes addictions. Donc, quelque part, vous voyez finalement que ça puisse agir sur d'autres addictions, ce n'est pas le fait du hasard, il y a une rationalité. Ce qui est très intéressant dans ces associations qui donnent souvent l'impression finalement donc, de choses qui bougent de manière un peu chaotique, c'est qu'elles se sont super bien organisées. En effet, là où je rends hommage, c'est qu'ils ont fait vraiment des documents. Alors là, c'est un exemple, l'association Baclofen, avec, vous voyez, donc des documents. Il y en a d'autres donc en 2017. Baclofen, traitement de l'alcool dans l'alcool-dépendance, notre expérience, mais aussi ils ont édité, vous voyez, donc leurs bonnes pratiques, guide des bonnes pratiques, où ils décrivent un certain nombre de choses, à la fois donc comment conduire le traitement, et vous allez voir que finalement, moi, en lisant ces documents, j'ai retrouvé ma pratique finalement donc dans un service universitaire d'addictologie. Et puis, vous voyez, donc un dernier document où toutes vos questions, où effectivement, il y a des questions-réponses. Et ce qui est très intéressant, ce qui est remarquable, je pense que les associations de patients ont compris qu'il fallait effectivement avoir un système extrêmement organisé où on a aussi bien les patients, notamment les patients experts, les soignants, où effectivement, donc, il y a une dynamique d'entraide, mais à la fois de formation et d'information. Car finalement, donc, une prise en charge d'une addictologie doit pouvoir réunir effectivement l'ensemble de ces ingrédients, notamment lorsque les situations sont complexes. Et donc je dirais que quelque part, ils ont été capables de mettre en avant cette modalité de fonctionnement en réseau qui combine justement donc, les différents acteurs du soin addictologique. Alors, si on regarde maintenant, finalement, donc, le baclofen, c'est une question de point de vue. Et on voit que les représentations sont divergentes. Il y en a d'une part le terrain, donc en vraie vie, où ici vous avez l'efficacité en vert, où effectivement on a donc des signaux très positifs d'efficacité sur différents critères, notamment le craving, les consommations, avec à la fois des objectifs d'abstinence, de réduction, en vraie vie et aussi en termes de qualité de vie, mais malheureusement, on a peu de données solides à ce niveau-là. En revanche, on a donc les effets indésirables, et là, effectivement, vous voyez qu'on a aussi un très gros signal en termes d'effets indésirables qui a fait l'objet justement du dernier rapport, où on a tout type de patients, très souvent donc les plus graves, alors qu'on n'a pas forcément ce type de patients dans les études, et par contre, ce qui pêche réellement aujourd'hui dans la pratique clinique, et pour le vivre régulièrement, puisqu'on adresse des patients qui ont des prescriptions assez étonnantes parfois, et une absence de suivi carrément, c'est justement ce problème de l'insuffisance de suivi. Et lorsqu'on regarde effectivement donc, de l'autre côté les études contrôlées qui vont être présentées dans le cadre de la méta-analyse par le prochain orateur, eh bien effectivement les données sont entre guillemets plus solides, uniquement sur certains critères. Très souvent effectivement c'est plutôt l'abstinence qui est visée, mais très clairement on va voir que l'usage de ce médicament est très très différent de la vraie vie, avec une typologie de patients qui ne correspond pas non plus finalement à ce que nous voyons sur le terrain. Alors évidemment on voit bien que les effets indésirables dans ce groupe de patients, eh bien il n'a pas du tout le même signal que dans la vraie vie, donc il y a une moindre dangerosité entre guillemets du produit, mais finalement ce qui n'est pas très étonnant puisque dans les études c'est très protocolisé, il y a un suivi effectivement donc qui est déterminant là aussi par rapport à la survenue ou pas de ces effets indésirables. Donc du coup on a dans les deux cas des signaux positifs, négatifs, avec, vous voyez, donc des différences au niveau des patients, et puis surtout on va voir donc des différences en termes de prescription, de modalités de prescription et de suivi. Alors, effectivement, le baclofen, comment le prescrire ? Un des points majeurs, là aussi, dans son efficacité, c'est la façon dont le médicament est prescrit. Eh bien, c'est là aussi très différent. Selon les études, il existe une grande hétérogénéité sur les protocoles, sur les doses. La RTU, on l'a bien vu, il y a beaucoup d'évolutions donc, dans certaines RTU. Vous allez voir qu'il y a une chose qui diffère énormément entre la RTU et le terrain, je vais vous montrer dans un instant, c'est notamment la modalité de le prescrire et dans sa distribution. Eh bien, effectivement, avec en plus la limite de prescription qui est arrivée donc, cet été, on voit bien qu'on se décale encore plus par rapport aux besoins et aux réalités du terrain.
Alors, en attendant, eh bien, les patients, les associations de patients eh bien, font effectivement de leurs propres propositions. Alors, que montrent d'ailleurs les documents des patients? Alors, encore une fois, j'ai été agréablement surpris de voir donc la qualité effectivement de l'iconographie et des documents qui sont mis à disposition effectivement des soignants et des patients. Finalement, regardez ce que vous retrouvez ici, ce que j'ai présenté ce matin pour le traitement de substitution. On retrouve exactement la même philosophie, une titration, là aussi qu'on va adapter notamment sur le Kraving, bien entendu une phase de stabilisation, et ensuite une diminution, et puis une adaptation, bien entendu, là aussi en fonction du pilotage clinique. Chose importante, regardez, sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a des choses qui sont discutables, bien entendu, par rapport à la pratique, s'approprier son traitement. Le patient doit être acteur de sa prise en charge, et ça, c'est essentiel à nouveau, justement donc pour permettre, donc, dans ces situations complexes, de pouvoir vraiment travailler donc, de manière intelligente. Regardez un autre graphique où tout est écrit, bien entendu, la dose efficace, là aussi, dans cette titration qui va permettre effectivement d'atteindre la dose efficace, et on va voir notamment par rapport au Kraving, et ce copilotage, effectivement, médecin-patient, il est nécessaire, effectivement, de faire un travail d'équipe interactif qui permette, là aussi, donc, de personnaliser, bien entendu, la prise en charge, que ce soit dans la prescription, mais bien entendu dans le suivi. Et là aussi, on voit arriver des patients sans aucun suivi, avec des prescriptions complètement farfelues. Donc c'est très important, effectivement, d'avoir ce suivi de manière rapprochée. La bonne dose. Là encore une fois, une graphique qui provient donc des brochures de patients, mais qui correspond aussi à ma pratique. Et bien très clairement, vous voyez que la plupart des patients, dans ma pratique à moi, dans un service de recours et de référence, donc des patients sévères, qui sont très souvent en impasse thérapeutique, d'autres approches thérapeutiques, eh bien il est évident que le 80, il est clairement insuffisant. Et effectivement, donc dans ma pratique, cette dose aujourd'hui ne permet pas effectivement de répondre à mes besoins. Et très clairement, la dose ne fait pas tout non plus. Là, effectivement, beaucoup se sont complètement focalisés sur cette dose et vous allez voir qu'un des éléments majeurs, déterminants, c'est la distribution du médicament, c'est aussi la prise en compte des co-occurrences, bien entendu, psychiatriques, des autres addictions associées et des routines comportementales, car vous allez voir effectivement que cette utilisation du médicament nécessite effectivement une évaluation fonctionnelle du patient pour pouvoir adapter la prescription. Alors, vous voyez, donc au-delà de la bonne dose, c'est la bonne distribution. Et effectivement, là aussi, encore une fois, c'est des documents de patients. Eh bien, on vous décrit que le médicament, il augmente avec un pic qui, effectivement, survient à environ 30 à 60 minutes après la prescription. Et puis, vous voyez, donc il y a une demi-vie qui fait que le médicament, eh bien, il va avoir une durée d'action limitée. Donc, ça ne sert à rien de mettre du médicament du matin au soir si le Kraving, on va le voir à un moment donné, est limité à certains moments de la journée. Donc là, ça permet de limiter aussi le dosage. Et encore une fois, vous voyez, donc dans le document des patients, on vous montre finalement comment adapter donc ces prises aux différents moments de la journée. Et je vais vous montrer donc dans un instant la pertinence. Donc, on est vraiment dans une pharmacologie comportementale. Oui, oui. Ça va trop vite ? D'accord. Pharmacologie comportementale, mais qui aujourd'hui reste empirique, car en effet, effectivement, donc les études actuellement qui sont disponibles, eh bien, ne démontrent pas, bien entendu, cette modalité de prescription. Donc, l'importance, encore une fois, d'une médecine personnalisée. En effet, le Kraving, vous voyez, donc nous, à Grenoble, on l'évalue en utilisant cette vieille échelle qui avait été publiée à l'époque par Michaud et Lancrénan en 2000, qui est l'ETIAM, qui évalue, vous voyez, l'intensité du Kraving aux différents moments de la journée. On a ici différentes intensités, absent, léger, modéré, insistant, obsédant et contrôlable. Et puis, vous voyez, il y a certains moments de la journée où il est beaucoup plus intense. Donc, d'où l'intérêt, là aussi, de focaliser effectivement la prescription des médicaments sur ces moments de la journée. En effet, regardez, donc là, c'était publié par les collègues marseillais en 2014, qui vous montre finalement l'évolution de la baclophénémie, donc les concentrations sanguines de baclophène. Et on voit bien qu'il y a bien un effet de pic et ensuite ça diminue. Donc, si on veut être pertinent, eh bien, on voit bien avec cette pharmacocinétique, on va mettre effectivement la prescription ici, une demi-heure à 1 heure avant, le pic de Kraving. Et là, ça permet effectivement donc d'agir de manière beaucoup plus efficace, sans avoir besoin effectivement donc de surdoser le patient en baclophène. Donc c'est la bonne dose, la bonne distribution, donc le bon médicament au bon moment à la bonne personne. Alors effectivement, le terme d'indifférence a souvent été utilisé par les patients. C'est tout simplement finalement le détachement par rapport donc au produit, puisque si on résume le Kraving comme une sorte d'attachement excessif au produit, eh bien quelque part cette indifférence c'est finalement donc le détachement par rapport au produit. Alors là aussi c'est très différent en fonction des patients. Il y a des patients clairement qui n'arriveront pas à cette indifférence et on le sait donc à un moment donné ça sert à rien de monter les doses. On aura surtout des effets indésirables et pas forcément donc de la pertinence.
Le baclofène, vous voyez, c'est finalement un bon médicament, mais attention, qui n'est pas dénué d'effets indésirables. Vous voyez, il y a quand même une dangerosité, surtout lorsqu'il est à forte dose et qu'il est arrêté brutalement. Alors, des effets indésirables, là aussi, vous voyez, qui sont finalement relativement bien connus, où on vous montre ici donc des effets classiques, somnolence, fatigue, mais troubles du sommeil très importants, l'insomnie. Et on sait que ce sont certains des effets indésirables les plus fréquents. Et surtout, c'est que nous, dans notre pratique clinique, eh bien, il laisse penser qu'il puisse survenir à un moment donné donc, des problèmes sur le plan psychiatrique, vous voyez, donc confusion, hallucination, voire dépression. Donc là aussi, l'importance de piloter, donc systématiquement rechercher donc, ces symptômes. Donc encore une fois, attention, ce sont des effets indésirables qui sont pour la plupart dose dépendants, qui vont être aussi tributaires de la rapidité de progression des doses, de la durée des paliers, de la vulnérabilité des patients et bien entendu, encore une fois, du suivi qui est essentiel, si on veut limiter les conséquences. Alors, vous voyez, entre patient et raison, eh bien, c'est plus un fossé, c'est un canyon carrément, entre finalement l'expérience du terrain et l'expérience, on va dire les résultats des études qui seront présentés dans un instant. L'objectif, c'est où est-ce qu'on va ensemble. Car en effet, vous voyez, donc le baclofène, donc évidemment, il existe de fortes variabilités individuelles, notamment liées entre autres par la faible traversée de la barrière hémato-encéphalique. C'est pour ça que dans les anciennes indications, on le prescrivait y compris en pompe intratécale, et que c'est un médicament, finalement, on ne connaît pas très bien encore tous ces mécanismes d'action. Vous voyez, je vous montre ici des récepteurs pré- et post-synaptiques. Ce que je peux vous dire, vous voyez que c'est un médicament qui va moduler d'autres neurotransmissions. Et du coup, vous voyez, on va retrouver notamment donc, des neurotransmissions comme système dopaminergique, sérotoninergique, glutamatergique. Ce qui est très intéressant, c'est que de manière fonctionnelle, vous voyez, je vous montre ici la réceptologie finalement donc, qui est impactée au cours de l'alcool. Eh bien, vous voyez que l'alcool va impacter sur le récepteur GABA-B et le baclofène agit sur le récepteur GABA-B. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on a pu évoquer un mécanisme de type substitution. Et effectivement, les patients décrivent bien, quand je prends le baclofène aux bonnes doses, ça me procure le même type d'effet, ça me permet effectivement donc, de décaler par rapport au produit. Mais vous voyez, donc ça permet d'agir sur le craving de récompense, on le sait, et dans les études de neuroimagerie, on voit bien que ça va jouer justement sur un certain nombre de zones cérébrales impliquées justement dans les circuits des addictions. Mais ça agit aussi sur le craving de soulagement, et effectivement, lorsqu'on va regarder donc la recherche expérimentale, eh bien, pour faire simple, là où on a des animaux qui n'ont plus de récepteur GABA-B, eh bien, ce sont des animaux hyper anxieux. On voit bien que ça pourrait représenter finalement, donc, dans certaines situations, des dysfonctionnements, soit induits par l'alcool, soit qui ont précédé l'alcool. Et lorsqu'on en donne, on va regarder uniquement ce graphique, on donne finalement donc, des modulateurs du récepteur GABA-B, eh bien, vous voyez, vous allez complètement réverser, comme le fait d'ailleurs les benzodiazépines, donc le phénotype anxieux. Donc on a bien un effet, à la fois sur le craving d'appel de récompense, mais aussi sur le craving de soulagement. Alors, le suivi, vous l'avez compris, est déterminant, bien entendu, dans les problèmes donc, associés au baclofène. Et il est évident que ce qui s'est passé donc, cet été, vous voyez, à la suite de ce rapport, a aussi alimenté, je dirais, des extrêmes. On voit bien ici la fin de la solution miracle. Évidemment, donc, là aussi, ça contribue donc, à maintenir des positionnements qui sont problématiques. Chose intéressante, il y a Benjamin Rolland dans l'Assemblée, il y a l'étude baclophone qui, finalement, renforce tout ce qui vient d'être dit dans cette présentation, que certains effets indésirables surviennent lors de prescriptions ou de prise de traitement qui ne respectent pas les recommandations et qu'il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance de ces modalités d'utilisation du médicament, de renforcer la formation et l'information à la fois des soignants et des patients. Alors, et maintenant, qu'allons-nous faire ? Eh bien, on est face à un dilemme, une maladie grave, avec de nombreux patients effectivement qui sont en difficulté, et des médicaments actuels qui ont l'AMM, mais qui ont une efficacité assez modeste. Deuxièmement, un bilan qui est contrasté effectivement et qui évidemment alimente les extrêmes. Il y a des divergences, on l'a vu, entre l'expérience du terrain et des études où les prescriptions ne sont pas du tout les mêmes, le suivi n'est pas non plus le même, mais ce qui est très intéressant dans l'expérience du terrain, c'est de montrer comment finalement il faut mettre en place, je dirais, tous les ingrédients nécessaires en termes de réseau de fonctionnement, d'interaction et surtout de médecine personnalisée. Car finalement, le point commun de cette histoire, c'est le patient. Le patient avec sa complexité, sa maladie hétérogène, car effectivement, donc, deux patients alcoolodépendants ne sont pas forcément donc deux mêmes patients. Et c'est quelque part l'histoire qui se répète. Vous parlez tout à l'heure des traitements de substitution. Bien, vous voyez, finalement, dans les années 90, on était un peu confronté au même problème, où finalement, avec la buprenorphine, la France est devenue un modèle français. On peut peut-être espérer que le baclofène soit aussi un modèle à la française.
Car en effet, vous voyez que finalement, on a l'ensemble des ingrédients à travers cette présentation qui montrent finalement qu'on peut faire mieux en prenant le meilleur des deux situations, à la fois du terrain et des études randomisées. En effet, la dictologie est une discipline en plein essor qui a de nombreux besoins aujourd'hui, mais une offre clairement insuffisante. Peut-être que cette histoire est l'occasion aujourd'hui finalement d'organiser différemment le développement des nouvelles stratégies thérapeutiques en addictologie et que finalement, de ce village gaulois, on puisse à un moment donné se mettre tous ensemble autour de la table. Je vous remercie. Merci beaucoup Maurice. Donc on va poursuivre un peu dans le même registre, c'est-à-dire garder vos questions. Je pense qu'il y en aura beaucoup. Et puis on va accueillir tout de suite notre collègue qui vient d'Amsterdam, qui s'appelle Mimi Pierce, qui travaille dans l'équipe de Wim van der Brink. Et c'est une équipe qui travaille évidemment beaucoup sur l'alcool. Et elle va nous parler d'un travail qu'ils ont récemment publié, avec un travail sur la méta-analyse, une revue systématique. Et je pense même qu'ils avaient fait un travail de protocole. Thank you, Mimi. Thank you. Good afternoon. My name is Mimi Pierce, and today, yes, I'm representing Professor Dr. Wim van der Brink to present to you the results from a meta-analysis and systematic review that we conducted to look at the efficacy, tolerability, and safety of low and high-dose baclofen in the treatment of alcohol dependence. And as many of you know, baclofen, a GABA B receptor agonist now primarily used for muscle spasticity, is a promising novel pharmacotherapy for alcohol-dependent individuals. Yet, as many of you also know, the use of baclofen has become a popular and sensitive topic of debate. Thoughts on baclofen have seriously changed over the years, from it being a little pill that could cure alcoholism to a drug linked to deaths and a treatment no better than counselling. And an important element of this debate has particularly been the use of high-dose baclofen. Since attention was first drawn to the use of high-dose baclofen by the publication in 2008 of the popular autobiographical book by Dr. Olivia Armisen, several case reports, case series, and open-label cohort studies have supported the efficacy of high-dose baclofen and spurred its widespread clinical use, mainly here in France. And based on some of these studies, it is also here in France that a temporary recommendation for the use of baclofen was released in March 2014 to permit its medical prescription to alcohol-dependent patients in dosages up to 300 milligrams per day for 3 years. However, more recently, pending the results of the CNA, MTS, ANSM study on the safety and the final reports from the Alderpure and Bacloville study, on the 27th of July this year, the ANSM has modified the temporary use recommendation by reducing the maximum dose from 300 milligrams per day to 80 milligrams per day. And the motivation for this change being evidence from an epidemiological study that showed that during the period between 2009 and 2015, the use of baclofen was associated with an increased risk of hospitalization and death that was dose-related. But in the light of growing concerns about the use of high-dose baclofen and its safety, what we really need to ask ourselves is high-dose baclofen even worth the risk? Is it really more effective than low-dose baclofen? Well, interestingly, no high-dose baclofen randomized controlled trials were available at the time that the first temporary use recommendation was released. And even now, 3 years later, there is no meta-analysis and review that critically compares the efficacy of high-dose versus low-dose baclofen. The only other meta-analysis written on this topic was written by Lassouf and colleagues in 2014 and only analysed 5 low-dose baclofen studies. Since this paper, additional low-dose baclofen studies along with a series of high-dose baclofen studies have been published. And these new studies and the ongoing debate about the efficacy and safety of high-dose baclofen in the treatment of alcohol dependence make a new review and meta-analysis highly relevant. We therefore conducted the following study in order to look at the efficacy, safety, and tolerability of low-dose and high-dose baclofen in the treatment of alcohol dependence. We conducted a systematic literature search in September this year using PubMed, the Clinical Trial Register, and the Netherlands Trial Register, using the search terms you can see here on the slide. And a total of 39 records were screened, and from these, 13 double-blind placebo-controlled trials were eligible for inclusion in our review. We then assessed the quality of these trials using the Cochrane collaboration criteria. To be eligible, the studies themselves had to look at adult patients with a current diagnosis of alcohol dependence from the ICD-10 or the DSM-4 criteria. They needed to compare baclofen to a placebo for a minimum of 4 weeks.
They had to have defined outcomes with data on days of abstinence or days until consumption of alcohol. And if they did not report data on these outcomes, if we contacted them personally via email and they gave this data, they did become eligible. Trials that only looked at use of baclofen for alcohol withdrawal were excluded. The studies themselves had to be randomized, double-blind, and placebo-controlled, and studies in languages other than English, so we included a study in Russian, were eligible, and unpublished studies also were eligible. So we included 2 unpublished studies if we could attain their data via personal communication. And here you can see the characteristics of the 13 studies that we included. As I said before, 2 of the studies are yet to be published. However, the rest were published between 2002 and this year, 2017. 7 studies looked at the effects of low-dose baclofen, which we defined as up to and including 60 milligrams per day. 4 studies looked at the effects of high-dose baclofen, so that's more than 60 milligrams per day. And 2 studies examined the effects of both high and low-dose baclofen. And the cumulative total of all the participants in all the 13 studies that we looked at was 1,492, and this ranged from 30 in one study to 320 participants in another study. You can also see the duration of the studies differed from 4 weeks in one study to 52 weeks in another. And some studies looked at some specific patient groups. One study looked at only referred patients with liver cirrhosis. One included only veterans with chronic hepatitis C, and one included only codependent alcoholic smokers. And using data from all 13 trials, we looked at 3 treatment outcomes. The first one was time to lapse, so the number of days within the study until first alcohol consumption. The second was the percentage days abstinent, so that's the total number of days in the study, of abstinence in the study divided by the total number of days in the study. And the final outcome was percentage of patients abstinent at endpoint. And the efficacy index we used for the continuous outcomes, so that's time to lapse and percentage days abstinent, was a standardized mean difference. And for the binary outcome, we used an odds ratio. Secondly, we also conducted a subgroup analysis comparing the high-dose studies to the low-dose studies. And this was for 2 outcomes, time to lapse and percentage of patients abstinent at endpoint. And finally, because it's been suggested that baclofen may be more effective in individuals with a greater average daily alcohol intake, we conducted a meta-regression analysis using the average daily intake before inclusion as a predictor variable and the standardized mean difference data from the time to lapse and percentage days abstinent outcomes as a dependent variable. We also investigated possible statistical heterogeneity. We used the I-squared statistic with the Q statistic in combination with visual inspection of the forest plots. And when there was substantial and significant heterogeneity, we then used a random effects model, and that was the case for all 3 outcomes. And we also tested for potential publication bias, and for this we used Egger's weighted regression method and Juvelant Tweedy's trim and fill. But now finally to our results, the most important bits. For our first outcome, which was time to lapse, we could include 8 studies with a total of 852 patients. And here our meta-analysis identified a modest but significant advantage for baclofen over placebo with an SMD of 0.42. As you may notice here from the Egger's test p-value and the Juvelant Tweedy's trim and fill method, we identified potential publication bias, but I will talk more about that later. For our second outcome, which was percentage days abstinent, we could include 7 studies with a total of 457 randomized patients. And here we actually identified an insignificant advantage for baclofen over placebo. But as you may see at the top of the graph, we had one outlier, and this was a study from Leggio and colleagues in 2014. And this study was quite unique. It was a very small study of only 30 codependent alcoholic smokers. They were recruited from the community via advertisements, and only 48% of them wanted to quit drinking. So because this was quite a small, unique group, we also carried out the analysis removing this outlier, and here we found that the modest effect of baclofen did become significant. Now to our final outcomes, that was percentage of patients abstinent at endpoint. We could include 8 trials with a total of 1,244 patients, and here we identified a significant advantage of baclofen over placebo with an odds ratio of 1.93.
Then to our subgroup analysis, so this is when we stratified by low and high dose. So the low dose was up to and including 60 milligrams per day, and the high dose was more than 60 milligrams per day. And you can see the high dose studies at the top of the slide and the low at the bottom of the slide of the graph. And for this outcomes, this was time to lapse. Interestingly, we found a significant effect of low dose baclofen, but not for high dose baclofen. We also carried out a second subgroup analysis for a second outcome, percentage of patients abstinent at endpoint, and here we found no significant advantage of baclofen over placebo in either dose group, but the odds ratios were in the expected directions. And finally, to our meta-regression, so here we explored the hypothesis that baclofen is more effective in patients who drink more per day before inclusion. So for this analysis, we combined the standardized mean outcome data from two outcomes, time to lapse and percentage days abstinent. And here we used a conservative method, so if they had results for both outcomes, we used the most negative result, the one most in favor of placebo. And here you can see on the y-axis is the standardized mean difference, and on the bottom, on the x-axis, is the average drinks per day before inclusion. And interestingly, we did find a significant correlation between the baclofen effect and the average daily alcohol intake at inclusion. A higher daily alcohol intake was associated with a greater baclofen effect. And furthermore, we found that this variable could explain a significant amount of the between-study variability or heterogeneity. In fact, 46% of this heterogeneity could be explained by this factor. You may think that a possible confounder here could have been that the studies with patients drinking more drinks per day were mainly the low-dose studies that we found to be more effective. But I have to note that this was not the case. The low-dose studies were spread across the meta-regression analysis and included both heavy and less heavy drinkers. Now regarding publication bias, as I mentioned before, for one of our outcomes, time to lapse, when we adjusted for publication bias, we found that the beneficial effect of baclofen became non-significant. And you can see here, using the Duval and Tweedy's trim and fill method, the red circles are the imputed studies, and the adjusted standardized mean difference, which is the diamond at the bottom of the graph in red, has been moved to non-significant after adjusting for publication bias. However, we think it's important to note that in our research design, we already tried to reduce publication bias by searching in trial registers, including unpublished studies, using informal sources such as presentations, and contacting the authors of the included studies, and furthermore, searching without limiting by outcome. So because the use of baclofen for alcohol, baclofen for alcohol dependence is a relatively small field of research, we believe that the data we collected is a very good representation of the research that has been done so far. We therefore believe that although adjusting for potential publication bias did reduce one of our outcomes to non-significant, our meta-analysis still supports the presence of a beneficial effect of baclofen on abstinence-related outcomes. Now regarding the safety and tolerability of baclofen, serious adverse events across the studies were relatively uncommon. 9 of the 13 studies reported no serious adverse events. Secondly, it's been suggested that baclofen is unique for the treatment of alcohol dependence because it can be safely used in patients with comorbid cirrhosis of the liver, a disease that is not uncommon in alcohol-dependent patients. A low-dose study included in our review supported this suggestion. Adelarato and colleagues specifically investigated the effectiveness and safety of baclofen in achieving and maintaining alcohol abstinence in patients with liver cirrhosis, and in this patient group, no hepatic or renal side effects were recorded, and low-dose baclofen was well tolerated. Another study looked at another specific group of interest. This was Hauser and colleagues, and they looked at baclofen in veterans with chronic hepatitis C. And again, in this low-dose study, baclofen was well tolerated with no serious drug-related adverse events. But we think that one of the most important findings of our analysis regarding the safety and tolerability of baclofen was to do with the tolerability of high-dose baclofen. 5 of the 6 high-dose studies that we included reported that patients who could not tolerate the intended high-dose baclofen or who experienced prolonged side effects could reduce their baclofen dose and then maintain this throughout the study period. And as a consequence, the mean baclofen dose that was actually used in these studies was considerably lower than the intended maximum dose in all the studies, as you can see in the table. And the fact that such a large percentage of the patients did not even reach the maximum intended dose suggests that there was a high prevalence of intolerable side effects at high dosages of baclofen.
You may notice that one of the studies in the table, this is an unpublished study from Morley and colleagues, only 3 patients in the high-dose baclofen group had to reduce their dose, but in this study, the maximum dose was 75 milligrams per day, which is a much lower maximum dose than in the other high-dose studies, which had maximum dosages ranging from 150 milligrams per day to 300 milligrams per day. So this suggests that while very high dosages of baclofen are associated with frequent intolerable side effects, there may still be dosages above 60 milligrams, so by our definition, still high dose, that are acceptable. So to summarize our evidence, we included 13 studies, 7 low-dose studies, 4 high-dose studies, and 2 high and low-dose studies. And we found that baclofen was significantly superior to placebo for 2 of our outcomes, increasing the time to lapse and the percentage of patients abstinent at endpoints. We identified considerable between-study heterogeneity, but we could explain quite a lot of this by the differences in the intended baclofen dose, so high dose versus low dose, and by differences in the average alcohol intake before inclusion. Importantly, high-dose baclofen was generally not superior to low-dose baclofen, and for the time to lapse subgroup analysis, we revealed a significant effect of baclofen only for the low-dose baclofen group, but not for the high-dose baclofen group. Furthermore, the tolerability of high-dose baclofen was very low, which raises doubts about the feasibility of using very high-dose baclofen in the treatment of alcohol dependence. And our findings therefore support the change to the temporary recommendation of baclofen in France to a limit of 80 milligrams per day. In conclusion, we think that baclofen may have a role in the treatment of alcohol dependence. However, this effect can generally be obtained with modest dosages, up to about 75 milligrams per day. We also observed that baclofen was mainly effective in patients with a greater average alcohol intake before inclusion. Several studies included in this review discussed other potential characteristics of baclofen-responsive patients. Morley and colleagues suggested in their 2014 paper that baclofen was most effective or only effective in patients with a comorbid anxiety disorder. Similarly, Adorato and colleagues found that baclofen in patients with liver cirrhosis was most effective in those with advanced liver cirrhosis. We therefore believe that further clinical trials are needed to investigate these characteristics so that we can move towards personalized treatment based upon patient profiling. We hope that our study has provided critical evidence for the debate on baclofen, supporting the change to the baclofen maximum dose limit in France to 80 milligrams per day, and inspiring research into the characteristics of a baclofen-responsive patient. Thank you. On va passer maintenant à l'intervention de M. Dominique Martin, directeur de l'Agence du médicament. Quand on a su dans mon réseau que M. Martin venait ici, tout le monde a dit « quel courage !» Et c'est vrai, il faut le reconnaître. On attend beaucoup de lui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend parler de l'Agence du médicament qu'à travers les affaires. Dépakine, Mediator, Levothyrox. Y aura-t-il une affaire baclofen? Sans doute, vu ce qui se passe. Donc, espérons que dans votre intervention, M. Martin, vous allez redorer l'image de l'agence vis-à-vis de nous, prescripteurs. Je vous donne la parole. Bien, après cette présentation très particulière, effectivement quelques mots. Donc, je vais intervenir en 3 ou 4 points. Le premier point est rappeler, mais cela a été dit, quelques mots sur ce qu'on pourrait appeler la préhistoire, c'est-à-dire l'histoire avant la RTU. Le baclofen n'est pas né avec la RTU, vous l'avez dit très largement et j'adhère tout à fait. Le baclofen est utilisé depuis longtemps. Il est utilisé en hors autorisation de mise sur le marché, hors AMM, et qui est quelque chose qui est autorisé, je le rappelle. Il n'est pas interdit de prescrire hors AMM. Il y a des règles pour la prescription hors AMM. On doit informer le patient, il doit y avoir des évidences scientifiques évidemment, et ça doit être inscrit sur la prescription. Mais la prescription hors AMM est tout à fait possible et d'ailleurs est une forme de médecine personnalisée. C'est une des possibilités qui est ouverte par le code de déontologie, par la loi aussi rappelée depuis 2011, pour prendre en charge des patients particuliers avec certains traitements.
Je ne m'étends pas sur cette partie-là, elle est importante et elle est au moins en temps aussi importante que la partie plus récente qui effectivement aboutit aujourd'hui à quelque chose comme une sorte de crise de croissance, ce qui est assez normal dans le déroulement et le développement d'un produit aussi important. Alors, la RTU a été mise en place en 2013. Un mot sur ce qu'est une RTU. Pour dire ce qu'est une RTU, un mot sur ce qu'est une agence de régulation, ce qu'est la NSM, qui est une agence de régulation, l'agence de régulation française, qui est inscrite dans un réseau européen, qui se coordonne au sein de l'Agence européenne du médicament et qui a des fonctions donc, de régulation et fondamentalement pour être rapide et simple, binaire même, réguler, ça veut dire autoriser et interdire, ou interdire. On autorise des essais cliniques, des autorisations de mise sur le marché pour les médicaments, des productions des ouvertures de production d'entreprises, etc. On autorise de très nombreuses choses et parfois on interdit, on prend des mesures dites de police sanitaire, on suspend des productions de médicaments, on suspend des autorisations de mise sur le marché, etc. Donc c'est ça la fonction de régulation, c'est autoriser et interdire, je fais simple, au nom de la collectivité. C'est ce que font toutes les agences de régulation en Europe. On fait tous le même travail. Parmi les autorisations, donc peut-être deux catégories sur lesquelles je souhaite revenir rapidement. Je vais vraiment à l'essentiel. La première, c'est celle des essais cliniques. J'ai pu entendre parfois qu'il pouvait y avoir une mauvaise compréhension de ce qu'était le rôle d'une agence de régulation, donc comme la NSM. L'ANSM n'est ni un promoteur ni un investigateur. Les promoteurs sont industriels ou académiques et les investigateurs vont avec. Les agences de régulation, quelles qu'elles soient, françaises ou ailleurs en Europe, ne sont pas ni promoteurs ni investigateurs. C'est important de l'entendre. Par contre, l'agence autorise les essais cliniques, elle les contrôle, elle les inspecte éventuellement et elle évalue les essais cliniques, notamment dans le cadre des procédures, par exemple, d'autorisation de mise sur le marché. Donc ça, c'est un point important parce que j'ai pu comprendre qu'il pouvait y avoir une ambiguïté sur le rôle de l'agence. L'agence elle ne conduit pas, elle ne suscite pas, elle ne développe pas des essais cliniques. Ça n'est pas son rôle. Ça serait totalement inadéquat que penser que l'agence soit sur ce terrain-là. C'est vraiment un point important. Elle a une fonction de régulation, de contrôle, d'autorisation, mais certainement pas de conduite. Elle n'est pas un opérateur en la matière. C'est très important de bien avoir cela en tête. Des autres autorisations très importantes, parce qu'elles sont finalement assez récentes, ce sont les autorisations temporaires d'utilisation. Alors les ATU nominatives sont assez anciennes, mais les autorisations collectives, donc temporaires d'utilisation collectives, sont un peu plus récentes. Et surtout, les recommandations temporaires d'utilisation sont des autorisations. Il y a une autorisation pour une RTU, même si le nom ne semble pas l'indiquer. Et c'est extrêmement récent puisque c'est issu de la loi de 2011. C'est un point important, ça n'existait pas auparavant, c'est très récent et il y a, je n'ai pas le chiffre en tête, je dirais une douzaine ou une quinzaine maximum de recommandations de temporaires d'utilisation actuellement en activité avec des médicaments, certains très connus, l'Avastin, le Truvada, qui en vont bénéficier de ce type d'autorisation. Ça, c'est un point important. Le deuxième point important sur la RTU, alors je ne connais pas toutes les législations européennes, mais c'est probablement une originalité de la législation française. C'est-à-dire que et les ATU aussi d'ailleurs, c'est une particularité qui favorise un accès précoce à l'innovation et qui est inscrit dans la loi en France. Alors c'est aussi parce qu'on a une tradition très jacobine et très légistique qui consiste à inscrire les choses dans la loi. Mais à ma connaissance, c'est probablement le pays qui, en tout cas en Europe, a le plus inscrit ces possibilités-là dans les textes, sous réserve. Je n'ai pas fait la revue complète, mais c'est une particularité et un élément évidemment très positif. L'objectif de la RTU, c'est d'encadrer le hors AMM.
D'où évidemment la RTU en 2013 sur le baclofène. Alors je voudrais juste vous rappeler très brièvement les conditions d'une RTU, mais vraiment extrêmement rapidement. Donc l'élaboration d'une RTU est une procédure dérogatoire, c'est très important de l'avoir en tête, exceptionnelle, qui permet de répondre à un besoin thérapeutique non couvert dès lors que le rapport bénéfice-risque du médicament est présumé favorable. Elle s'accompagne obligatoirement d'un suivi des patients traités dans l'indication considérée. La RTU peut être modifiée, suspendue ou retirée par la NSM si les conditions prévues ci-dessus ne sont plus remplies ou pour des motifs de santé publique. Donc, il faut retenir deux ou trois choses. D'abord, une RTU, c'est une disposition dérogatoire, ça n'est pas la règle. La règle, c'est l'autorisation de mise sur le marché. Le deuxième point, c'est que la RTU est censée faire l'objet d'un encadrement extrêmement serré et d'un suivi de tous les patients qui bénéficient de la RTU. Quand on regarde les chiffres de la RTU baclofène, c'est évidemment pas du tout le cas, puisque au maximum, et encore, si on atteint 5% de vaguement inscrits, c'est le maximum, et encore, je suis très large. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en toute logique, et je dis d'emblée qu'on ne l'a pas fait, vous l'avez remarqué, et qu'on n'a jamais eu l'intention de le faire, en toute logique, compte tenu des conditions dans lesquelles cette RTU-là s'est développée, elle aurait dû être arrêtée, puisque, en fait, 95% des patients, en fait, échappent à la RTU, au sens où aucune donnée sur l'utilisation du médicament n'est versée dans une base de données et aucun suivi particulier n'a été assuré de la RTU en tant que telle. En fait, la RTU a provoqué essentiellement du hors AMM. Et donc, du coup, on était dans une situation très particulière et pour le moins paradoxale. Pour autant, et je dis et je l'insiste, on n'a jamais eu l'idée d'arrêter la RTU. Il n'en a jamais été évidemment question. Cette RTU donc, a fait l'objet effectivement d'évolutions dans le temps, comme les textes le prévoient. Je rappelle que c'est une autorisation, donc c'est un engagement collectif, c'est-à-dire que quand on décide de mettre en place une RTU, c'est comme décider de mettre en place une ATU de cohorte ou comme décider de mettre en place une autorisation de mise sur le marché. Ça veut dire que la collectivité endosse une forme de responsabilité. Du genre, on est d'accord pour dire que voilà, c'est possible de mettre en place dans certaines conditions, dans un certain cadre. C'est ça que veut dire une RTU. On est bien dans l'encadrement d'une pratique. D'où ce qui s'est passé effectivement l'été dernier, c'est qu'à la suite d'une évaluation qui a été faite dans un cadre tout à fait classique pour des établissements comme la NSM et la CNAMTS, qui est un suivi en vie réelle des médicaments, qui a été réalisé sur plusieurs centaines de milliers de patients et qui est fait avec des modèles extrêmement classiques qu'on utilise plusieurs dizaines de fois par an, à la fois sur les médicaments, les dispositifs médicaux, de façon extrêmement classique, avec des équipes très entraînées. Il est apparu au décours de cette étude qu'on devait recaler la RTU, mais vous entendez bien tout ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire recaler l'encadrement, l'autorisation qui était endossée par la collectivité en termes de dose, puisqu'il apparaissait qu'on avait une augmentation des risques du point de vue de la morbidité et de la mortalité qui augmentait de façon significative au-delà de 80 mg. C'est là où on est effectivement, et c'est un point important pour revenir sur ce que vous disiez, la RTU, ça n'est pas un encadrement de médecine personnalisée. La RTU, c'est une autorisation temporaire qui équivaut à une autorisation de mise sur le marché temporaire, et qui d'ailleurs se conclut par une autorisation de mise sur le marché ou un refus d'autorisation de mise sur le marché, mais elle a une durée de vie limitée. Donc la RTU, elle est globale. Elle ne fait pas la différence, évidemment, entre certaines pratiques, certaines situations, certains centres, les compétences des uns et des autres, etc. C'est une discussion globale. À partir du moment où une étude que nous diligentons nous-mêmes, et c'est ce que nous faisons, encore une fois, de manière extrêmement en routine, de façon très, très, très répétée, de suivi en vie réelle, à partir du moment où il apparaissait que, de manière globale, apparaissait un surrisque, il était logique et au titre même de ce que dit la loi, que nous recalions la RTU. J'insiste sur un point, cette RTU a été recalée donc avec, en termes d'autorisation, une dose maximale à 80 mg, mais elle n'a pas été arrêtée.
Je le dis au passage, il n'y a pas eu de suspension de la RTU, il n'a pas été décidé d'arrêter la RTU. Donc voilà la situation, là où on en est aujourd'hui, et peut-être il y aura des questions, donc on y reviendra éventuellement. Maintenant, on rentre dans une autre phase, évidemment une phase qui est plus déterminante encore. Je l'ai dit, la RTU, elle est temporaire et elle a un terme qui est la question de l'autorisation de mise sur le marché. Le jour où l'agence se prononcera sur l'autorisation de mise sur le marché, ça sera la fin de la RTU. Soit l'agence rejette la demande d'autorisation de mise sur le marché et ça arrête la RTU, soit l'autorisation de mise sur le marché est donnée au baclofen dans cette indication et ça arrête aussi la RTU puisqu'on bascule sur une autorisation de mise sur le marché. Donc là, maintenant, on est dans cette procédure-là. Le laboratoire a déposé une demande d'autorisation de mise sur le marché et elle est aujourd'hui à l'instruction. Donc classiquement, alors d'abord deux choses. Je remarque que la demande n'a été faite qu'en national. Aujourd'hui, il est parfaitement possible de faire une demande en centralisé, même si on n'est pas dans un médicament pour lequel la demande est obligatoirement centralisée. C'est pas un vaccin, c'est pas un médicament biologique, etc. Donc elle peut parfaitement être déposée en national, mais je remarque qu'elle a été déposée en national et qu'elle n'a pas été déposée en centralisé au plan européen, ce qui aurait été possible. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, habituellement, les autorisations de mise sur le marché sont analysées strictement au sein de l'ANSM, avec les agents de l'ANSM qui sont compétents dans le domaine, qui peuvent éventuellement s'appuyer sur une expertise, en général une expertise individuelle sur des points particuliers. Là, nous avons décidé de mettre en place une procédure beaucoup plus complète et beaucoup plus ouverte en raison des caractéristiques particulières, plus environnementales d'ailleurs, que telles qu'elles vous les avez évoquées, pour sortir de cette, je sais pas si c'est dichotomie, cette opposition, enfin de ce système très, très frontal. Et donc voilà ce qu'on va faire. Et ça va être dans les prochaines semaines. On est déjà en cours de préparation. On va mettre en place un groupe d'experts qui sera composé d'experts internationaux, donc non français, et d'experts français. Ce seront des experts qui se prononceront sur ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque intrinsèque de la molécule. Ce sera des experts BR, comme on dit, bénéfice-risque, notamment des gens qui ont travaillé très longtemps au CHMP, à l'EMA, et qui ont fait ça toute leur vie et qui connaissent très bien ce qu'est l'évaluation bénéfice-risque d'un produit en tant que tel, sur la base des données, les méta-analyses, les différentes données relatives aux bénéfices, relatives aux risques, toute la littérature existante, et bien entendu les essais cliniques. Alpadir et Bacloville, et qui sont évidemment tout à fait au centre de l'instruction du dossier. Donc ça va être un premier temps. Il y aura un avis qui sera émis par cette commission. Alors, sous réserve, parce que la commission est souveraine, donc ce comité qu'on va créer est souverain, ce seront des gens dont on connaîtra les déclarations d'intérêt, elles seront publiques, etc. Tout ça sera tout à fait transparent, ça sera sur le site en amont, et l'avis sera public avec un rapport qui sera fait par ce comité. Moi, je demanderai à ce comité deux choses, mais il le fera ou il ne le fera pas, ça c'est à eux de le décider. Je leur demanderai d'auditionner, ça je pense qu'ils le feront, certaines personnes, au minimum les investigateurs de Bacloville et Alpadir, ça me paraît le minimum, mais pourquoi pas, par exemple, vous auditionner, je pense que c'est intéressant, pourquoi pas vous auditionner, on peut, l'idée qu'il y ait des auditions. Et, sous réserve qu'ils acceptent, mais ça c'est eux qui nous le diront, je souhaite que ces auditions soient publiques. C'est-à-dire qu'elles se déroulent, on l'a déjà fait, notamment pour le dispositif ESSUR. Je souhaite que ces auditions se déroulent soit en présence de journalistes, soit en direct sur YouTube, on verra, mais en tout cas qu'elles soient publiques, de façon à ce que le débat soit totalement public sur cette question-là. Mais on ne va pas s'arrêter là. Dans la gouvernance de l'agence, il y a des commissions qui émettent des avis auprès du directeur général pour des décisions. Ce n'est pas directeur général, il n'est pas omniscient, omnipotent, etc. Il s'appuie sur des avis et il y a trois commissions. La commission bénéfice-risque initial qui se prononce sur les AMM, une commission de suivi qui se prononce sur des médicaments pour lesquels, qui sont sur le marché pour lesquels il y a des problématiques de suivi particuliers, et la commission dite des stupéfiants qui est une commission qui évidemment est sur le fond indiquée en l'occurrence. Ce que je vais faire, c'est qu'on va créer une commission mixte qui va réunir ces trois commissions et qui vont se prononcer sur la base, bien sûr, de l'avis du comité d'experts
mais qui vont se prononcer de manière plus large. Et là, ce que vous dites, alors là, si vous n'êtes pas auditionné la première fois, moi, je vous promets que vous le serez la deuxième fois. Voilà, ça, c'est sûr. Ça, pour moi, c'était évident quand je vous ai entendu. Je pense que c'est très important parce que ces commissions sont composées d'associatifs, de professionnels de santé, d'experts, mais aussi de généralistes, de pharmaciens. Donc ce sont des commissions très ouvertes et donc pas du tout des commissions que de spécialistes au sens expertal. Et donc elles doivent justement remettre les choses en situation. C'est-à-dire on a un médicament qui est ce qu'il est, il y aura une évaluation du bénéfice-risque qui sera ce qu'elle sera, mais l'idée, évidemment, c'est de le remettre en situation dans l'histoire, dans le contexte, dans les pratiques, etc., de façon à élargir. Et là, il y aura des auditions. Alors, ces commissions, de toute façon, sont publiques, d'ores et déjà. Elles sont tout le temps filmées, les comptes rendus sont d'ores et déjà publics, et elles le seront encore plus. Les auditions seront publiques. Alors ça, pour le coup, là, j'ai plus la maîtrise. Enfin, on verra avec les présidents des commissions, mais ça, moi, je garantis qu'elles seront publiques. Donc, pour moi, le mieux, c'est en présence des journalistes, avec la possibilité pour les journalistes de poser des questions pour la partie audition. Donc c'est une sorte de public hearing qui permettra aux uns et aux autres de s'exprimer sur le sujet. Ensuite, bien sûr, la commission mixte, donc composée des trois, se réunira et réfléchira en interne pour voir quel avis elle émet. Donc voilà tout ce qu'on va faire. Et donc ces avis, moi, évidemment, je les suivrai. Alors après, on verra, parce que peut-être qu'il y aura des contradictions dans les avis. In fine, c'est l'avis des commissions, évidemment, qui importe pour le directeur général. Tout ça sera public. Les avis, le contenu, les motivations des avis seront alors non seulement publics au moment où ça sera débattu, mais pendant la période des auditions, mais rendus publics et avec, s'il y a des avis minoritaires, etc. Enfin, tout ça sera tout à fait transparent. Et le directeur général que je suis, il suivra l'avis de la commission. Et alors, en termes d'autorisation de mise sur le marché, il faut juste savoir, et je vais peut-être terminer là-dessus, pour ne pas être trop long, il y a plusieurs possibilités. Ce n'est pas binaire, ce n'est pas oui ou non. Ça peut être non, effectivement. Ça peut être oui de manière très large, donc dans le cadre de la nouvelle indication, etc., avec aucune restriction. Mais ça peut être aussi oui, mais avec des conditions de prescription et de délivrance particulières. Et c'est peut-être là, il y a peut-être des pistes sur ce que vous appelez la médecine personnalisée, en termes, ou alors sur des populations, c'est un peu la même idée, des populations particulières sur lesquelles le médicament serait efficace et où le bénéfice-risque ne serait pas éventuellement le même que dans la population générale. Il serait plus favorable. Je ne me prononce pas sur le fond du tout. Je dis que toutes les possibilités sont ouvertes, mais en tout cas, c'est bien là-dessus que ces deux comités d'experts qui sera très scientifique, BR, le premier, et l'autre beaucoup plus ouvert, se prononceront de façon à ce que on émette in fine une position donc, qui est de la responsabilité du directeur général, qui tient cette responsabilité de l'État directement, c'est son rôle que de donner ou pas l'autorisation de mise sur le marché, et si elle est donnée, dans quelles conditions, dans quel cadre et avec quel type d'encadrement. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui va se passer dans les toutes prochaines semaines. Alors, en gros, ça devrait se terminer au début de l'année prochaine, donc ça va être assez rapide. On espérait finir à la fin de cette année, mais comme on a enrichi le processus, comme je viens de l'expliquer, c'est un peu plus long que prévu, donc ça sera plutôt au début de l'année prochaine, premier trimestre de l'année prochaine, que le processus sera terminé. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci, Monsieur Martin. Je pense que vous allez garder le micro, je le sens bien comme ça. On a eu donc les présentations. Ce que je vous propose maintenant, c'est faire une série de questions et que la salle, évidemment, intervienne. Une règle pour que, évidemment, on puisse faire que tout le monde puisse s'exprimer dans le temps qui nous est imparti, une bonne demi-heure, c'est que les questions soient courtes et que les réponses le soient aussi. Et puisque j'ai le micro et le privilège de l'avoir, je vais commencer par une première question et directement adressée à M. Martin, Dominique et non pas Patrick, sur un élément qui évidemment est objectif, c'est les 80 mg qui ont fait couler beaucoup d'encre, et ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire la série des commissions. Est-ce que vous pensez que le travail d'évaluation du bénéfice-risque qui a été fait de fait, puisque la décision du 80 mg est arrivée pendant l'été, ne risque pas d'obérer en quelque sorte une certaine liberté de la part des commissions s'ils doivent s'exprimer sur l'AMM et notamment sur la posologie maximale, de fait? Alors absolument pas. Le travail qui a été fait par la CNAM, la NSM et l'INSERM n'est absolument pas un travail d'évaluation bénéfice-risque.
C'est uniquement une mesure, une appréciation. Alors d'abord des pratiques, parce que bon, on ne va pas développer cette étude ici. Je pense que tout le monde la connaît, c'est pas l'enjeu, mais qui montre que le baclofène est utilisé dans des conditions très étonnantes, manifestement comme antalgique, également dans l'Alzheimer, de toute évidence. Enfin bon, dans des conditions assez particulières. Et donc c'était une étude de l'utilisation du baclofène et une étude sur la sécurité du produit. C'est uniquement une étude sur la sécurité. Il n'y a aucune évaluation du bénéfice dans cette étude-là. Donc ça n'est pas du tout du BR, c'est uniquement une étude en vraie vie sur la sécurité. Et qui ne concerne que la RTU et le fait que c'est une autorisation et qu'une autorisation, on l'endosse ou on l'endosse pas. Donc on considère, nous, à partir de cette étude, qui est très solide et qui est très classique chez nous, qui fait partie de nos manières de faire en termes de police sanitaire, on considérait qu'on devait prendre cette décision qui ne concerne que la RTU. Ça ne préjuge en rien de ce qui va se passer ultérieurement. On est dans un tout autre processus qui est un processus BR. C'est-à-dire que là, on est en dehors de cette analyse. Le BR, il peut s'apprécier de plein de manières différentes, c'est très variable. Vous pouvez avoir un B et un R très haut, vous pouvez avoir un B et un R très bas, vous pouvez avoir des choses très déséquilibrées, au mieux un B très haut et un R très bas, c'est l'idéal. Vous pouvez avoir toutes sortes de situations. Donc, donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, le comité qui sera nommé et les commissions sont souveraines. Alors, elles font, et elles l'ont montré, ils décident ce qu'ils veulent. Ce sont des comités qui sont nommés. Les gens sont, encore une fois, ils auront des déclarations d'intérêt. Ils ne sont pas des agents de l'agence et ils se prononceront. Donc c'est bien une vraie évaluation pour le coup BR qui se fera sur la base, encore une fois, de ce qui est disponible en méta-analyse, etc. et élargie, ça c'est important, à la pratique, à la réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ignorer que ce produit, il a une histoire, il a une place dans la pratique, etc. Mais il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Ce sont deux situations, ce sont deux systèmes très différents. Et l'un n'a pas d'influence sur l'autre. Merci. Patrick, je te laisse... Bon, donc je vais vous laisser la parole en modération, mais je vais poser la première question, désolé, parce que j'ai le micro, à nos amis hollandais. Est-ce que nous, en France, on a un protocole bien précis d'une médecine personnalisée? C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas en petite dose ou haute dose. On a un patient qui peut devenir indifférent à 60 mg, un autre qui le sera à 240. On ne réfléchit pas comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas que l'analyse des différentes études que vous avez faites entre low dose et high dose est justifiée encore aujourd'hui au terme de la pratique médicale, on a un protocole français, c'est vrai qu'on a maintenant pas mal d'expérience. Est-ce que c'est une question que vous vous posez? Well, for our study, we had to choose a cutoff. We wanted to look at the differences between low dose and high dose baclofen. So we chose that. It was a bit of an arbitrary cutoff, but I do still think it's relevant to look at when some patients start at 30 milligrams per day, maybe they can stay at that dosage. I mean, there is a range of dosages that patients are taking. Is that answering your question, or? L'étude française, la principale étude, Baclovil, qui est dans les tuyaux de la publication, j'informe tout le monde, qui est écrite et dans les tuyaux de la publication, est une étude pragmatique, c'est-à-dire dans la vie réelle, sans aucune exclusion. Ont été inclus tous les malades psychotiques, évidemment, tous ceux qui sont déjà sous traitement de substitution. Il n'y a pas eu d'exclusion. Elle a été drivée par les généralistes de terrain. C'est une étude où on ne se posait pas la question de ce point de vue-là. Or, on attend bien sûr les résultats, on les a déjà, vous les connaissez, vous les avez cités par rapport à ça. Donc je crois que maintenant, ce type d'étude, sur un an, avec double aveugle contre placebo, un résultat tout à fait positif, là, parce qu'on connaît maintenant les résultats, est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut développer dans les années futures, pour pouvoir la confirmer ou pour pouvoir faire un travail, par exemple, sur tout ce qu'on entend par effet indésirable grave, parce que c'est aujourd'hui la question. Yes, definitely. And that was actually one of the limitations of our study, we thought, was the exclusion criteria that a lot of the papers we included.
And that was, they didn't include people with other addiction disorders, sometimes smokers and people with marijuana dependence. And they also didn't include people with other diseases, severe physical or mental disorders. And it's known that a lot of alcoholics often suffer from numerous co-occurring somatic diseases. So yes, I definitely think in the future we need to move towards longer studies for a longer period of time to reflect what actually happens in the clinical practice, because I've heard yesterday from a doctor that they had a patient that took 600 milligrams of baclofen, but I guess you need to achieve that over a long period of time. And the longest study we included was only 52 weeks long, so maybe you cannot see that. So there's definitely room for more studies in the future, with the greater, less exclusion and longer studies, Merci. Bon. Monsieur. Toujours Dr Amerlin, je suis de la région parisienne, je suis généraliste. Et en fait je voulais poser la même question que vous l'avez posée pour quelle est la dose à partir de laquelle on dit l'hour ou ailleurs. Et je sais que l'initiateur du baclofen, il a utilisé une dose de 270 mg. Donc là, les recommandations de notre agence, elle dit qu'il ne faut pas dépasser 80 mg. Quelle est votre position pour nous généralistes, qu'on a beaucoup de patients qui posent problème d'alcoolisme? Est-ce qu'on doit respecter les 80 mg ou est-ce qu'il faut faire une dose progressive comme vous l'avez préconisé? Merci. Qui veut répondre? Oui, écoutez, merci pour cette question. Alors, il est évident que dans la compréhension du mécanisme d'action du médicament, il y a beaucoup d'informations qui peuvent être un peu contradictoires, mais pas tant. Comme vous l'avez dit, effectivement, il existe une variabilité individuelle donc, des patients. Certains vont répondre à faible dose et d'autres pas. Et évidemment, ça a beaucoup surpris des personnes qui étaient habituées à la dose des 70 mg, qui est la dose classique dans l'indication neurologique, sauf que ce ne sont pas les mêmes patients. Alors que quand on parle des benzodiazépines, ça paraît tout à fait évident, finalement, que les patients qui ont une dépendance importante à l'alcool encaissent des doses extrêmement importantes de benzodiazépines, tout simplement parce qu'il y a une modification de la régulation, donc au niveau de la réceptologie. Eh bien, il en est de même pour les récepteurs GABA-B. Et donc, finalement, on voit bien que certains patients vont nécessiter des doses bien plus élevées pour avoir un effet. Donc, il est évident que les 80 mg ou des doses faibles vont ne pas être efficaces chez certains patients, tout simplement parce qu'en termes de réceptologie, eh bien, il y a des modifications telles que forcément, donc, il faudra aller à une dose plus élevée, mais encore une fois, de manière extrêmement prudente, avec une titration prudente. Ça veut dire donc on augmente progressivement avec des paliers adaptés, mais surtout un suivi adapté. Moi, je n'hésite pas à donner mes coordonnées téléphoniques aux patients lorsqu'on est dans cette phase de titration pour les suivre au plus près, pour s'assurer effectivement que ça se passe bien. Et donc ça, c'est un élément essentiel en termes de sécurité du traitement. Et pour aller dans le sens de ce que vous venez de dire, c'était le sens de ma conclusion, je dirais, de ma présentation. Et aujourd'hui, on voit bien qu'en addictologie, la problématique va au-delà, bien entendu, de l'alcool. On voit bien qu'il y a d'autres problèmes actuellement avec d'autres médicaments. Et je pense qu'il est important d'avoir cette vision pragmatique qui puisse se développer, mais de manière, cette fois-ci, beaucoup plus rationnelle, je dirais, et l'accompagner. C'est là peut-être que l'agence du médicament a un rôle important dans tout ce qui peut se mettre en place de manière à sécuriser au mieux, effectivement, donc, ce type de développement. Une question? Merci. Oui, à gauche puis à droite. À gauche, à droite, oui. Voilà. Chacun son tour. Question courte. Réponse courte. Voilà. Ah, ça va être compliqué. Monsieur Martin, vous m'avez inquiété tout d'abord quand vous annoncez qu'il n'y aura pas RTU et les gens vont pouvoir et ils vont être obligés de payer s'ils ont les prescriptions au-delà de 80 mg. Croyez-moi, pour les bénéficiaires de RSA et ou autres, ça va être extrêmement compliqué. Donc, et par ailleurs, je n'ai jamais vu un rapport public et publié dans les médias sans signer. Je n'ai jamais vu depuis 34 ans. Deuxièmement, ce qui me fait peur, vous savez, les commissions sur les méthadones en prescription en ville, on l'attend depuis 20 ans. On n'est toujours pas sorti. Donc, il y a quelque chose qui est dans la demande du public, mais dans la demande de la politique, qui a une répercussion énorme et pénible, immédiate sur les malades. Et personnellement, quand j'avais fait l'étude sur les traitements de substitution
et l'impact social, on avait observé un deuxième phénomène. Vous savez, je faisais travailler des équipes pluridisciplinaires, épidémiologistes, statisticiens, cliniciens et les sociologues. Une des meilleures épidémiologistes français, Fernand Vidal, eh bien, il m'a sorti après les traitements statistiques que tous les usagers de drogue sous TSO étaient des injecteurs. Parce qu'il s'agissait de vérifier des injections. Et puis il avait tout simplement croisé les données incroisables. Parfois, il faudrait peut-être faire un peu plus attention à ce qu'on publie et ce qu'on Question sort. courte. Donc, comment vous prévoyez maintenant, en attendant les décisions de commission, les remboursements de baclofen pour les patients, pour les assurés sociaux? Bon, je sais pas si... Quelqu'un veut répondre? Vous l'avez gardé, c'est très faut bien. juste parler un tout petit peu de la réalité des choses. D'abord, la RTU, c'est les gens qui sont... ce qu'a montré l'étude, c'est que 90% des gens étaient à des doses inférieures à 80 mg. Donc déjà, la quasi-totalité des gens qui prennent du baclofen sont à des doses inférieures à 80 mg en l'état de ce qui est observable. Ce qui n'est pas à la pratique des centres spécialisés, ce qui est tout à fait différent, mais il faut bien faire la différence entre la masse de la population qui prend et donc la modification qui a eu lieu sur la RTU affecte finalement assez peu les gens. Je rappelle que, et je l'ai dit, c'est pour ça que je l'ai dit au début, il y a toujours la possibilité de prescrire hors AMM et hors RTU, d'autant plus que si je regarde la pratique, c'est ce qui se fait de manière générale. Moi, je veux bien que la RTU soit l'alpha et l'oméga, mais enfin, quand elle est respectée à hauteur de 5%, ça met un peu les limites quand même. On voit bien qu'il y a là une difficulté. Je pense que ça tient à la surinterprétation, peut-être celle que vous avez à juste titre évoquée, donc pour lever l'ambiguïté, le fait que ça anticiperait une position de l'agence, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, ça anticiperait une position de l'agence, ce qui n'est absolument pas le cas. L'agence prendra une position, encore une fois, qui sera transparente, ouverte, etc. Et très concrètement, moi je suis de formation psychiatre et j'ai traité beaucoup de malades alcooliques dans ma vie, et si on peut trouver des médicaments et des produits efficaces pour aider au traitement de la maladie alcoolique, je serais le premier, évidemment, ravi de cette situation. Enfin, ravi n'est pas le mot d'ailleurs, mais enfin, voilà, ça paraît évidemment quelque chose de tout à fait souhaitable. Donc c'est pas le problème. Sur la question de la signature, une critique que je connais bien, pour nous ça n'a aucun sens. On n'est pas sur une publication, on n'est pas sur un essai clinique. On est sur une production d'institutions, et nous publions des dizaines d'études de pharmacoépidémiologie chaque année à l'agence, à la CNAM, donc à l'assurance maladie, et avec nos centres de nos plateformes de pharmacoépidémiologie de Bordeaux et de Rennes, et elles sont toujours, et donc lisez-les, vous verrez, elles sont toujours produites dans les mêmes conditions. Il ne s'agit pas de signatures individuelles, elles sont endossées par les institutions. Donc l'agence fait son travail de contrôle, elle le fait avec des outils, notamment la pharmacoépidémiologie, et elle en tire les conséquences qu'elle estime devoir en tirer en fonction de ce en quoi elle investit, c'est-à-dire l'agence a investi dans la pharmacoépidémiologie pour prendre des décisions. Elle a fait une étude, elle a pris une décision qui est logique au regard de ce que montre l'étude. Mais encore une fois, ça se limite à ça. Enfin, je pense que le problème, il est là, fondamentalement. Il n'est pas sur la question de la RTU. Encore une fois, individuellement, en pratique individuelle, vous pouvez faire du hors AMM, et c'est déjà le cas, de toute façon. Donc voilà, ça ne changera pas grand-chose. Et d'autre part, on est maintenant dans un processus qui va être rapide sur l'autorisation de mise sur le marché. Et là, on aura effectivement un vrai encadrement. Et là, on aura une procédure derrière, une vraie, c'est-à-dire que s'il y a refus, il n'y a pas d'AMM, donc après, dont acte. S'il y a une autorisation de mise sur le marché, il y aura un traitement de l'autorisation par la Haute Autorité de Santé et par le comité économique pour les produits de santé, de façon à fixer un prix, un taux de remboursement, etc. Enfin, une procédure classique. Donc on entrera dans une procédure classique. A priori, courant 2018, par un bout ou par un autre, on sera sorti en tout cas de la situation de la RTU. Parfait, merci. Une question là-bas. Oui, bonsoir, docteur Aubertin, à Thionville. Non, pas. Docteur Aubertin, à Thionville-Moselle. Bonjour. Voilà, jusqu'au mois de juillet, c'était encore 300 mg. Depuis le 27 juillet, c'est 80 mg. J'entends dans l'esprit de la RTU.
Les patients qui étaient soignés avec 180, 200, 220 mg étaient remboursés par la sécurité sociale. Or, il se trouve qu'un bon nombre de patients sont en précarité. Comment fait-on? Parce que ça va être court, ça fera 9 mois avant d'avoir la position de l'Agence nationale du médicament sur quelle est l'AMM ou pas. Comment on fait avec ces patients qui se voient mal, et les pharmaciens aussi, quelle attitude adopter? Je crois que les pharmaciens ont eu une lettre ou une circulaire, mais la sécurité sociale ne les a pas encore questionné ou proposé de non rembourser les gens au-delà de 80 mg. Alors moi j'ai des confrères qui mettent 80 mg plus une deuxième ordonnance non remboursée hors RTU. Les patients qui étaient stabilisés à 260 mg sont perdus. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant, quoi? Il faudra changer d'interlocuteur, sinon ça va tourner au dialogue, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. La seule chose que je peux vous dire, c'est que normalement, l'assurance maladie n'aurait dû rembourser que 5% des gens traités par baclofen. Puisque la RTU, en fait, il n'y a que 5% des gens qui rentrent Monsieur dans Martin, le cadre de la je vous RTU. interromps, c'est absolument pas vrai. Bah, Nos chiffres, 70% sont au-delà de 80. Non, c'est pas ça que vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Enlevez votre casque, peut-être vous entendrez. Non, j'entends. Les gens qui sont rentrés dans la RTU, c'est-à-dire qui ont rempli, après le prescripteur doit remplir. La vraie RTU, c'est ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je le répète. Et donc, en théorie, peut-être, mais en théorie, il n'aurait dû y avoir que ces gens-là qui devaient bénéficier d'un remboursement. Le reste, c'est du hors AMM. Et le hors AMM, voilà, à partir du moment où c'est du hors AMM, c'est du hors AMM. Au passage, et de manière très générale, et là je ne parle pas que du baclofen, que le hors AMM en France est très largement répandu et que la plupart du temps il n'est pas signalé à l'assurance maladie et que donc la question du remboursement évidemment n'est pas posée. Parce qu'on a des pratiques qui sont ce qu'elles sont, qui sont à mon avis critiquables, mais enfin qui sont ce qu'elles sont. Donc voilà, la situation elle est celle-là. Encore une fois, dans quelques semaines ou quelques mois, on a une situation qui sera régularisée, donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et selon le traitement qui doit être le traitement classique pour un médicament, s'il s'agit bien d'un médicament, on est bien d'accord, donc qui va être traité comme un médicament, avec un traitement, je dirais, privilégié en termes d'ouverture et de discussion et d'interaction avec les parties prenantes, donc à travers les auditions notamment, on va entendre tout le monde, y compris les gens qui sont... comme vous l'avez dit, c'est très polarisé, donc les très pour, les très contre, parce que là, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens très pour. Moi, je reçois des lettres incendiaires en disant, vous faites n'importe quoi, en autorisant ce machin, arrêtez cette RTU, c'est une RTU assassin, etc. Donc, moi, je reçois tout, si vous voulez, donc, et de tous les côtés, donc je vois à peu près le paysage. Donc voilà, on va en sortir, c'est ça qui est important. Alors, une question. Oui, pardon. Alors, c'est vrai que la décision de cet été a été, on va dire, un peu brutale, dans le sens qu'elle a été perçue brutalement au niveau du terrain, où c'est vrai que les officines ont suivi de manière extrêmement binaire, finalement, donc la décision, sans se rendre compte, effectivement, des conséquences potentielles. Alors, c'est intéressant, ça montre à quel point il faut accompagner, bien entendu, donc l'information, parce que c'est vrai que non seulement donc, les officines ont appliqué brutalement donc, la décision, alors que finalement, toutes les choses pouvaient être discutées et accompagnées. Et c'est ce qu'on a dû faire. Hein. Donc, dans notre service, il a fallu négocier, entre guillemets, il a fallu effectivement donc, contacter les officines de manière à pouvoir faire en sorte que les choses ne soient pas aussi brutales. Et pareil pour l'assurance maladie. On a sollicité effectivement le médecin conseil de l'assurance maladie en lui demandant d'être bienveillante et compréhensive par rapport à la situation, parce qu'effectivement, un certain nombre de patients qui, sur le plan financier, étaient potentiellement en difficulté. Et il est évident que d'avancer l'argent, surtout qu'ils sont à haute dose tous les jours, ça représente à un moment donné donc un budget. Donc là, je pense que c'est important, là aussi, de pouvoir accompagner encore une fois, parce que finalement, on voit bien que sur le terrain, ce qui peut être décidé à un moment donné à un endroit peut avoir des répercussions assez importantes. Et pour certains de nos patients, effectivement, il y a eu des déstabilisations assez sévères. Donc d'où l'importance aujourd'hui, je dirais, il faut tirer des enseignements de ce qui s'est passé, justement, pour avancer différemment et de manière positive. Merci Maurice. Bonjour, Benjamin Roland de Lyon. J'ai une question pour le docteur Pierce. Dans les travaux que vous avez présentés, les analyses que vous avez présentées, vous nous avez présenté essentiellement des analyses sur des critères d'abstinence, c'est-à-dire de temps de rechute. Et une particularité de l'utilisation du baclofen en France, c'est la question des hautes doses, mais c'est aussi la question de l'indication
et notamment l'indication réduction de consommation. Donc je suis étonné dans vos analyses que vous n'ayez pas pris en compte certains outcomes classiques des essais cliniques, notamment le pourcentage de jours de forte consommation. Donc, alors je sais bien que la plupart des études n'avaient pas d'objectif principal sur la réduction de consommation, sauf Bacloville, mais peut-être que dans des analyses secondaires, ça aurait pu être fait. Donc ma question, c'est pourquoi ça n'a pas été fait? Est-ce que vous ambitionnez de le faire pour de futurs travaux? Parce que je pense que c'est une question très importante pour évaluer l'utilisation du baclofen en France. Yes, I agree completely. And when we were choosing, we had to choose between abstinence-related outcomes and reduction. And in that, when we discussed it, and we decided to choose these abstinence-related outcomes mainly because then we could include more studies. But I agree, maybe the future, and I think in the past with alcohol dependence therapy, there was a focus on abstinence, but now in the future, that's actually not the focus. So it would be more topical to look at outcomes such as heavy drinking days. And I agree. I think that I'm not sure if that's even the scope of this review, but I think that's something for the future. Is it planned in your team to do that? Sorry? Is it planned in your team to do that? Not in our study, no. Unfortunately. Une autre question? Levez la main, je ne vous vois pas. Oui? Oui. Ah, allez-y. Oui, il fonctionne le micro? Oui, c'est bon. Françoise Chevalier-Latreuil, je suis psychiatre. J'ai un exercice partagé sur Rennes entre XAPA pour moitié et troubles alimentaires autre moitié. J'avais échangé il y a 2 ans avec le docteur de Mattei, c'est quelqu'un de son équipe, sur une protocolisation pour la boulimie. Donc j'étais intéressée d'avoir aujourd'hui son retour sur cette question, baclofen et boulimie. Alors, je pourrais donner la réponse à Lucie Penel, puisque nous avons effectivement suivi une cohorte de patients. Alors, c'est vrai qu'au départ, à la prise en charge, c'était des patients qui souffraient de problèmes d'alcool, mais qui, conjointement, avaient effectivement des compulsions alimentaires ou qui basculaient à un moment donné. Donc, on voit bien que ça rejoint la discussion qu'on a eue ce matin, d'avoir une vision globale du patient qui, à un moment donné, peut déplacer ses conduites addictives sur un autre produit. Et les compulsions alimentaires en font partie. Et c'est vrai que nous avons suivi un nombre de patients avec la même rigueur, je dirais, que dans l'alcoolodépendance, avec le même type de protocole et avec des résultats extrêmement positifs, bien entendu, chez ces patients. Donc, c'est évident que ça fait partie, ce qu'on disait donc tout à l'heure, que finalement, aujourd'hui, au-delà du produit, c'est au niveau de voie finale commune, sur des modalités de fonctionnement, sur le plan comportemental, et je décrivais finalement l'action anti-craving, anti-compulsion, hors alcool, finalement, du baclofen. Donc, aujourd'hui, ça sera peut-être des choses, à un moment donné, auxquelles il faudra réfléchir, par rapport justement au développement, en sachant qu'aujourd'hui, les troubles du comportement alimentaire, effectivement, même si aujourd'hui il y a des discussions par rapport à quoi les rattacher, il est évident qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux répondent à des mécanismes d'action de type addictif. Une publication vient de sortir de Renaud de Beaurepaire, signée avec Sylvie Imbert, qui est présente sur cette question. Il faut la trouver. Tu demandes le micro? Oui, il y a... Approchez-vous, oui. Allez-y. Oui, bonjour, Philippe Hamon, je suis psychiatre addictologue sur Paris. J'ai 2 questions. Une question pour professeur Mattei. Concernant les doses que l'on personnalise, et que l'on fait en fonction effectivement des moments de craving, considérons qu'il y a 1 heure, 1 heure et demie pour que ce soit effectif vraiment et qu'il y a une demi-vie. Chose que personnellement je fais déjà, mais et je voudrais savoir si vous avez des notions de la dose maximum par prise, enfin, des effets de toxicité liés à la dose maximum par prise, comme il peut y en avoir par exemple pour le Doliprane ou n'importe quel médicament. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'on sait bien qu'il y a parmi les effets indésirables du baclofen, il y a ceux qui sont liés aux effets de sevrage, c'est-à-dire un traitement qui parfois est pris de manière très hectique, très hétérogène par les patients. Et il est clair que la dernière RTU à 80 mg
à créer chez certains patients des comportements particulièrement risqués. Moi, j'ai quelques patients qui étaient à des doses très importantes et qui, très brutalement, parce qu'ils ont vu dans les journaux qu'il y avait des effets indésirables très importants, ils ne savaient pas d'ailleurs trop lesquels, mais enfin, ils savaient qu'en tout cas, c'était dangereux. On leur apprenait soudain que c'était dangereux. Se sont mis comme des bons petits soldats en dessous 80 mg. Et il y a eu j'ai quelques patients qui ont vraiment eu des gros problèmes. Alors, en ce qui concerne la dose, donc dans les effets classiques liés au sevrage, ça peut être des éléments confusionnels, mais ça peut être des crises d'épilepsie. On peut avoir exactement la même symptomatologie que pour l'alcool ou les benzodiazépines. Donc ça fait partie. Là, il faudra voir en termes de pharmacovigilance si effectivement il y a eu un certain nombre de cas qui ont été notifiés. Mais vous savez très bien que les problèmes de la notification, c'est que c'est sous-notifié malheureusement. Voir dans quelle mesure, si depuis effectivement cet épisode de cet été, il y a eu des cas qui ont été répertoriés. Moi, j'en ai en connaissance, hein. Mais il faudrait voir maintenant sur l'ensemble de la France, effectivement, si le nombre est important. Donc, il est évident que c'est un médicament qui nécessite effectivement de la prudence dans sa prescription, sur nous lorsqu'on est à forte dose, et que évidemment tout sevrage brutal est extrêmement dangereux. En ce qui concerne maintenant la dose que les individus vont tolérer, c'est propre à chaque individu. Là aussi, on a des patients qui n'ont qu'une seule prise par jour à un moment donné particulier de la journée, tout simplement parce qu'ils n'ont aucun craving à un autre moment de la journée. Donc là aussi, on va pouvoir mettre dans cette prise unique un nombre de comprimés qui permet justement donc, de tamponner le craving sans avoir d'effet indésirable. Donc là aussi, c'est propre à chaque patient, avec une grande variabilité des doses pour faire simple. Il n'y a pas de dose maximale. Alors, je dirais donc, que moi j'ai utilisé dans ma pratique, c'est variable. On a des patients qui peuvent avoir 15 comprimés à ce moment-là, d'autres ont pu avoir 20 comprimés donc sur cette prise, donc c'est très variable, sans entraîner d'effet rebond le lendemain, justement parce qu'au tout début on se posait la question et on ne l'a pas. Donc on voit bien que là aussi c'est très patient dépendant, donc là aussi l'importance de bien analyser donc les patients, voir dans quelle mesure le médicament est efficace, au contraire entraîne des effets indésirables. Alors attention, bien entendu, il est évident que lorsque ça se passe le soir, ce type de dose peut être problématique parce que ça peut favoriser les troubles du sommeil, et non seulement ça peut induire des insomnies, mais ça peut induire aussi des apnées du sommeil, et vous l'avez vu tout à l'heure donc, dans le cadre des traitements de substitution aux opiacés, là aussi ça peut contribuer au mal-être du patient, bien entendu, donc qui dit anxiété, qui dit aussi consommation, et là on amorce un cercle vicieux. Alors il nous reste 7 minutes. Il y a un certain nombre de personnes qui ont les micros, qui ont levé le bras. Les questions doivent être courtes, nous arrêterons quel que soit X à 16h30, donc les frustrations sont annoncées. Allez, okay. Question brève. Oui, bonjour, Samuel Blaise, association Olivier Amezen. Juste un point concernant certaines interprétations de l'information quand on déplore que 95% des patients ne sont pas rentrés dans la RTU V1. C'est tout à fait logique, compte tenu en fait des protocoles de cette première RTU où l'on prescrivait le baclofène en dernière intention, où il y avait tout un tas de contre-indications qui empêchaient les patients de rentrer. Et finalement, les 5% de patients qui rentraient étaient les seuls représentatifs capables de pouvoir rentrer dans cette étude, puisque les patients de la vraie vie n'étaient pas dimensionnés ni designés pour rentrer dans cette RTU. Il est important de noter aussi, et c'est ce qui n'a pas été fait, qu'un CSST, donc un comité scientifique spécialisé temporaire, a été nommé fin 2015, composé de 8 médecins spécialistes de terrain, sans lien d'intérêt, et qui ont permis en mars 2017, de reconduire la RTU, toujours avec une posologie maximale de 300 mg, mais cette fois-ci avec la possibilité de la première intention et sans les contre-indications. Donc ça, c'était vraiment une possibilité en fait, de pouvoir prescrire ce médicament à même rang d'égalité par rapport aux autres. Arrive maintenant cette étude de juillet 2017 qui bien évidemment est contestée par l'ensemble de la profession, les universitaires, les sociétés savantes et les associations. Mais vous dites à un moment donné, 90% des patients sont en deçà de 80 mg dans les datas que vous avez compilées. Ce qui est encore une fois tout à fait normal et ne permet pas à la conclusion de limiter à 80 mg. L'étude portant sur 2009-2015, la majorité des patients qui ont été étudiés l'étaient avant la mise en place de la RTU, quand finalement le hors-AMM était à partir de 80 ou même simplement dans la prescription alcoolologique. Le fait que la CNAM ait annoncé en janvier 2015 que la médiane de prescription à 6 mois était de 52 mg
sous-tend aussi le fait que les médecins ne sont pas formés et qu'ils ne savent pas prescrire le baclofène. Donc, sur la base de ces informations, il est impossible de tirer la conclusion que 80 mg devient un seuil maximum. C'est simplement parce que ces informations ne sont pas représentatives de ce qui doit se passer en réalité. La réalité que nous constatons, nous, dans les associations, c'est que les patients rechutent. Les patients rechutent massivement. Les médecins n'osent plus prescrire au-delà de 80 mg. Les pharmacies prennent des décisions abruptes sans respecter en fait les consignes que leur a données l'Ordre national des pharmacies. Et les patients sont brutalement réorientés sur des posologies en deçà de leur posologie efficace, qui, rappelons-le, et c'est ce que Bacloville démontre, et c'est ce que Baclat démontre, la posologie efficace moyenne est de 180 mg environ. Lorsque l'on baisse tout le monde artificiellement à 80 mg, ça provoque le drame sanitaire qui s'enclenche depuis le début juillet. Donc la question est, qu'allez-vous faire en mesure d'urgence pour cesser ce drame sanitaire avant que les commissions livrent leurs résultats? Merci. Merci. Récupérez le micro, on va prendre toutes les questions, sinon on ne va pas y arriver. En bas ici à gauche, sinon je me fais engueuler. Et puis je crois qu'il y a quelqu'un qui a un micro là-haut. Voilà. Oui? Allez-y. Ici, on répondra collectivement. Bonjour, Nicolas Allez-y. Rogue. Je fais partie des 95% qui n'a pas été étudié. Parlez fort, on n'entend rien parce qu'on est un peu handicapé par l'arrière. Je me présentais donc Nicolas Rogue. Je fais partie des 95% qui n'ont pas été étudiés. Et j'ai l'impression que l'agence, si j'ai bien entendu, justifie la baisse de 170 à 80 par un taux de morbidité qui m'a l'air contradictoire avec les autres études. Je voudrais savoir sur quelle base vous expliquez ce taux de morbidité. Merci. En bas ici, présentez-vous. Jean-Pierre Delouet, donc, directeur du colloque. À ce titre-là, je vais remercier chaleureusement tous les intervenants de la session pour la qualité de leur présentation et remercier particulièrement M. Dominique Martin pour avoir accepté notre invitation et pour sa présence à cette session. Ça relève d'un courage certain parce que, enfin, c'est en tout cas vaincre un certain inconfort auquel les responsables fréquemment préfèrent, inconfort qu'ils préfèrent éviter. Donc, merci de participer à éclairer ce débat qui participe finalement de la démocratie sanitaire. Et c'est aussi presque un peu émouvant de voir qu'ici à THS, ce débat fait suite au premier débat de 2009 où, pour la première fois, la question du baclofène avait été abordée dans une assemblée scientifique, ici, à la même tribune. C'est Bertrand Joussomme qui était venu à la rescousse. Bernard Joussomme qui était venu à la rescousse, Olivier Amezen étant empêché. Puis ensuite, Olivier Amezen est venu lui-même avec Renaud de Beaurepaire et d'autres. Donc, participer à cela. Rien ne sera tranché aujourd'hui, bien sûr, mais je crois que tout le monde pourra repartir avec, de part et d'autre, décideurs et praticiens, une idée un petit peu plus précise de ce que ces prescriptions empiriques, alors j'étais un de ces empiristes du début, et alors là je reviens à une question beaucoup plus pratico-pratique de prescripteur. Quand le médecin par des prescripteurs donc prescrit des doses supérieures à 80 mg, la question que m'ont posée plusieurs personnes, je ne sais pas y répondre d'un point de vue réglementaire. Le pharmacien qui délivre le médicament, qui donc en délivrant engage sa responsabilité, peut-il opposer ces 80 mg qui concernent, on l'a bien compris, c'était très clair, la limitation de 80 mg concerne la RTU. La majorité, en effet, des patients traités sont restés dans les conditions préalables à l'existence de la RTU, c'est-à-dire en hors AMM. Il y a beaucoup de prescriptions hors AMM, un certain nombre de... dans les troubles bipolaires, je ne sais pas si la lamotrigine a toujours l'amygdale à son AMM dans les troubles bipolaires. En tout cas, pendant longtemps, on l'a prescrit hors AMM
puisque c'était un anticonvulsivant. C'était naguère le cas de l'aspirine avant d'être retenu dans l'indication anti-agrégant plaquettaire, etc. Donc, le pharmacien peut-il opposer, on ne parle plus de la RTU, au moment de et on ne parle pas non plus du remboursement par l'assurance maladie, car il y a, c'est le cas ici, nous avons la chance d'avoir un contrôle médical très éclairé, qui suit d'ailleurs ces débats et qui a participé, qui a assisté au débat sur le baclofène, et donc nous n'avons pas de problème de ce côté-là. Le pharmacien, donc réglementairement, peut-il s'opposer à délivrer une prescription de baclofène qui serait supérieure à 80 mg? Merci Jean-Pierre. Alors on va faire des réponses courtes pour conclure dans la foulée. Allez-y. Si je peux donc répondre à 2 commentaires. Oui, il y a un problème de formation des praticiens aujourd'hui. Il est important effectivement que l'information sur comment utiliser le médicament, comment le prescrire, comment faire la titration, comment suivre le traitement est un élément majeur pour la suite de cette histoire. Concernant effectivement les pharmaciens, oui, on a été confronté à ça suite justement à ce qui s'est passé cet été, où effectivement les pharmaciens, lorsqu'ils ont eu l'information, donc ils ont interprété de manière extrêmement binaire. Ils ont eu très peur. Ils ont d'ailleurs délivré des messages extrêmement violents aux patients en leur disant « mais au-dessus de 80 mg, vous risquez de mourir ». C'est ce type de message qui a été délivré sur le terrain. Et très clairement, il y a eu des pharmaciens qui sont opposés à notre prescription en disant que s'ils acceptaient effectivement de délivrer au-delà de 80 mg, ils engageaient leur propre responsabilité. Effectivement, c'est une responsabilité partagée à 50% à partir du moment où ils donnent le médicament. Donc même en négociant, même en étant, vous voyez, donc dans un domaine d'expertise, je dirais, où les choses sont parfaitement bordées, eh bien, on a eu effectivement maille à défaire donc vis-à-vis des pharmaciens qui nous ont opposé cette responsabilité partagée. Donc ça n'a pas toujours été très simple, et pour certains patients, il a fallu les adresser dans d'autres pharmacies qui travaillaient en toute confiance avec nous. Merci. Vous voulez faire un commentaire, Monsieur Martin, avant de conclure ? Deux éléments. Le premier, c'est qu'il faut rappeler les conditions effectivement de prescription hors AMM. Encore une fois, elles existent. Et je l'ai dit tout à l'heure, donc je n'y reviens pas. Il est tout à fait possible de prescrire hors AMM. Et je rappelle juste que c'était le cas dans 95% des cas récemment. Donc je le rappelle. Donc il est possible de prescrire hors AMM et le pharmacien ne s'oppose pas à la prescription hors AMM. Normalement, le hors AMM, logiquement, doit être inscrit et effectivement ne fait pas l'objet d'un remboursement, mais objectivement, ça n'est jamais le cas, enfin, dans aucune situation, et là, je ne parle pas que du baclofène. Je voudrais juste dire une chose, que même si le baclofène a l'autorisation de mise sur le marché, encore une fois, tout est ouvert, nous verrons, je vous ai décrit dans les conditions dans lesquelles ça va se passer. Ensuite, le baclofène passera devant la Haute Autorité de Santé. Et une des possibilités est que le baclofène ait l'autorisation de mise sur le marché, mais un SMR 5, et donc pas de remboursement. C'est aussi quelque chose qui est possible. C'est-à-dire, c'est la vie des médicaments dans ce pays. C'est comme ça. Si on estime que le bénéfice-risque permet l'autorisation de mise sur le marché, mais que la Haute Autorité de Santé estime que le baclofène n'apporte rien de plus par rapport aux médicaments qui ont d'ores et déjà l'autorisation de mise sur le marché, ce médicament ne sera pas remboursé. Donc, si c'est le cas, je veux dire, ça peut être le contraire. Il peut au contraire bénéficier d'un SMR tout à fait favorable. Je n'en sais rien. Je dis juste que tout est possible. C'est comme ça que fonctionnent les médicaments dans notre pays. Et juste un exemple, vous allez voir demain un sujet qui n'a rien à voir, mais qui a à voir en même temps, qui est la problématique du cytotec. Vous allez voir, ça va faire la une des journaux demain. Cytotec, utilisation hors AMM depuis des décennies, pour provoquer les accouchements et utilisé dans les IVG médicamenteuses, alors que c'est un médicament qui est indiqué uniquement pour l'ulcère de l'estomac, donc utilisé de manière massive et dans des conditions avec des sociétés savantes qui critiquent l'agence qui s'est opposée à ça, qui a dit que ce n'était pas l'AMM. On s'est fait proprement incendier sur le mode « vous y connaissez rien », enfin bon, tout ce qu'on entend aujourd'hui, et tout ça se termine en catastrophe. Tout ça se termine en catastrophe. Et donc, avec une situation de crise. Et donc, tout ça, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué. Le médicament est un produit qui est compliqué. C'est un produit qui a des bénéfices, qui a des risques. C'est un produit potentiellement dangereux. C'est un produit, etc. Et les choses ne sont pas simples. Elles doivent être régulées. On est dans une société qui est organisée et qui prend en charge ou pas, qui autorise ou pas, etc. Et on a des règles qui permettent justement de l'individualisation. Ça, c'est très important.
C'est possible, il y a des règles, elles existent, elles sont applicables. Simplement, il faut qu'elles soient appliquées correctement. Enfin, on a quand même une ouverture incroyable, parce que moi, je veux bien qu'on soit sous le feu de la critique aujourd'hui, je l'entends. Simplement, ce que je dis, et qui avait été, il n'y a pas si longtemps, mal interprété, c'est qu'à ma connaissance, en tout cas en Europe, il n'y a pas d'autre pays qui a, sur le plan réglementaire et institutionnel, fait autant de choses pour ce produit. De RTU ou équivalent, il n'en existe pas. Et à ma connaissance, il n'y a pas de procédure d'instruction pour une autorisation de mise sur le marché ailleurs qu'en France, en tout cas au moins en Europe, et je pense que c'est vrai dans le monde entier. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Et de manière tout à fait ouverte, l'engagement que je prends, ça sera vraiment mon dernier mot, c'est toute l'ouverture que j'ai décrite tout à l'heure, sur laquelle je ne reviens pas, mais qui est un engagement fort du directeur général de l'ANSM. Merci beaucoup, Monsieur Martin. Merci. Je voulais remercier l'ensemble des orateurs pour la qualité des interventions, et puis remercier le public pour la qualité de cette session qui est en dehors de l'intérêt scientifique, est une session très utile et très importante pour nous. Je voulais aussi vous dire que pour tous ceux qui voulaient poser une question sur le microbiote, Patrick Martin se rend disponible pendant une demi-heure au cours de la pause café, parce que je pense qu'il y a beaucoup été frustrés dans la salle. Merci et à tout à l'heure.